Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, émission et podcast ciné, présenté donc notamment par moi, par Eva Bonjour. et par Félicien. Salut, salut. Donc, pour se présenter un peu, et histoire de savoir un peu qui nous sommes, je propose qu'on fasse notre top 4 Letterboxd. Et commençons par Eva. Déjà, sachez que c'est mon rêve qu'on m'aborde dans la rue pour me demander mon top 4 Letterboxd. Donc, voilà. Je suis pas dans la rue, mais je suis Vous très verrez heureuse. quel est mon rêve la semaine prochaine, et je suis pas sûr que c'est tellement, comment dire, c'est plus original, dirons-nous. Mais donc, je vais commencer par l'incroyable Portrait d'une fille en feu, Oh, qui est un vrai chef-d'œuvre et qui marque un point. Je dirais pas que c'est mon film préféré parce que j'en ai vu d'autres maintenant et puis ça change de temps en temps, mais c'est le film qui a vraiment marqué un point, ou en tout cas un moment de bascule dans ma cinéphilie. C'est lui qui m'a fait rentrer dans la cinéphilie, qui m'a fait comprendre que regarder un film, c'est pas juste de belles histoires et passer un beau moment, manger du popcorn, mais c'était aussi de belles manières de filmer. Et donc voilà, donc Portrait d'une fille en feu de Céline Sciamma. Et puis Born in Flames, parce que j'adore la docu-fiction de Lizzie Borden, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. je connais pas bien, non. Je connais Sorti en pas. 83 et qui est absolument exceptionnel. C'est une espèce de dystopie où, en gros, enfin, on est dans les années 80 aux États-Unis. On fait les 10 ans d'un nouveau gouvernement social-démocrate ou quelque chose comme ça, qui est censé avoir donné plus de liberté, plus d'avantages sociaux à la population. Et en fait, c'est tout le contraire. Et ça creuse les inégalités. Et donc, Lizzie Borden nous embarque dans cette espèce de futur dystopique. Il l'est pas tellement parce qu'en fait, on reste dans les années 80 avec une caméra portée, et, des images absolument. Enfin, moi, je trouve ça fantastique. J'adore, j'achète. Et puis, Woman Under the Influence de Cassavetes, parce que je suis absolument amoureuse de Gena Rowlands. Je l'ai Peut-être pas vu non qu'il faudrait que je mette à jour celui-là, parce que c'est peut-être pas mon préféré de Cassavetes, mais c'est généralement celui qu'on conseille parce que c'est le plus Ouais, pro. c'est le plus connu, hein. Donc voilà, et puis pour finir, le magnifique Cléo de 5 à 7 Ah. d'Agnès Varda, parce que Agnès Bientôt au Varda, cinéma d'ailleurs. pour qui j'éprouve énormément de tendresse, et Cléo, je pense que j'ai pas tellement besoin d'expliquer pourquoi ce film est incroyable. Non, il faut le voir une fois dans sa vie, je Ouais, pense. c'est ça. C'est un Et film à genre. d'ailleurs, il sort à partir du 25 mars Le- au Churchill, mais il y a la Absolument. présentation le 23 avec De Dick Monsieur Mazovic. Tomasovic. Et donc j'espère que vous serez nombreux, pas trop, parce qu'il faut la place pour mes copines qui doivent découvrir le film. Donc, Je serai là aussi, moi, donc d'office. Il n'y a pas de monde. Super, Félicien. As-tu trouvé un super top 4 Ok, ou une tentative de top 4? alors c'est vrai que voilà. Félicien étant le moins connecté de Letterboxd de nous trois, je l'avoue. Oui, c'est compliqué pour moi d'élire comme ça 4 films qui seraient Seulement 4, c'est plus ça en fait. les films de mon cœur. Waouh. Voilà. Je peux en parier sur un. Il y en a un, je sais. Oui, je pense Le que voilà. reste. Maintenant, petit disclaimer avant de passer au top 4. Ce serait difficile de dire que c'est mes films préférés. Je pense que c'est surtout des films qui m'ont beaucoup marqué, Marquer la cinéphilie. qui ont marqué ma cinéphilie. Très, donc voilà. Commençons par le mois le plus attendu de tous, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ah bon? de Michel Gondry. Ah bon? Voilà. Et c'est vrai que je l'ai revu du coup au cinéma, parce qu'il est passé dans les classiques du Churchill il y a quelques semaines, il n'y a pas Oh si oui. longtemps. Moi j'étais là aussi. Et j'adore ce film parce que je l'ai vu des milliards de fois. Mais oui, je pense pas que ce serait mon film préféré aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Ah. Maintenant, voilà, il reste légendaire à mes Ouais. yeux et dans mon cœur. Donc voilà. Ensuite, un petit film d'animation, Jack et la mécanique du cœur, donc de Mathias Malzieu. Oh. Tu le mettrais Malzieu. devant ton top 1 de la semaine prochaine? Ouais, Ok. je pense. Vous verrez du coup. Oui, c'est difficile. semaine La question prochaine, comme mais- ça, à brûle pour point, dure de répondre, mais effectivement, donc film d'animation qui est tiré d'un livre de Mathias Malzieu, qui est un film très musical, hein, Ouais. avec Olivia Rose, si je me trompe pas, Olivia Grand Ruiz, Corps ouais. Malade même, qui joue des personnages. Et donc il y a un album aussi, donc il est tiré de l'album
Donc, en fait, le film est intéressant aussi en ceci qu'il est tiré d'un album chanté par Mathias Malzieu et son groupe dont j'ai oublié le nom. Je sais pas te dire. Cet album a été tiré en livre, enfin, on a fait un livre de cet album-là, écrit par Mathias Malzieu, qui a réalisé, toujours Mathias Malzieu, un film sur ce livre et donc sur cet album-là. Super bien, franchement, Ok. allez le voir, il en vaut la peine. Et ensuite, Forrest Gump. Ah ouais. Ouais. Ah, je m'attendais pas du tout. Je serais plus à tâtons sur les deux prochains parce que c'était pour retrouver un top 4. Mais effectivement, oui, Forrest Gump, pareil, m'a beaucoup marqué. Il faut savoir que j'aime beaucoup Tom Hanks. J'ai rien contre, j'ai rien pour. Tiens, je sais pas toi, Eva, si tu veux. Moi non plus. Ok, je comprends tout à fait, mais voilà, je suis très, enfin, je suis pas attaché à lui, mais je suis très attaché à son personnage, je pense, je sais pas. Et donc oui, Forrest Gump, pas trop d'explications, mais il sera là. Et puis on termine par le cercle des poètes disparus. Ah, j'ai détesté ce film par contre. Ok, Ouais. ok, aucun jugement. Mais Les ça, deux. c'est les goûts. Et toi, Eva? Non, moi je le chéris beaucoup, mais je pense que c'est parce que j'ai vu à une époque de ma vie où j'avais besoin de voir ce genre de film. Je l'ai vu en tant que prof, c'est peut-être pour ça, moi. Ouais. Ok. Ouais. Vas-y. Ah, moi, je l'avais vu une première fois du coup en cours justement, en secondaire. C'est un peu Et ça. j'avais pas trop aimé. C'est en le revoyant il y a, je sais pas, 2-3 ans. Et ouais, ouais, Mhm. aussi pareil, un film somme, dirions-nous. Donc J'aime voilà. beaucoup cette formulation. Ok. Voilà. À mon tour, j'imagine. Absolument. Un top 4, j'avoue que c'est toujours difficile. J'ai un top 4 Letterboxd, mais en fait, qui est mon top 4 de l'année. Donc, Ah. avoir mon. En fait, j'ai ce truc de se dire top 4, c'est trop peu en fait, 4 films. Donc, je vais vous en faire 5 parce que je suis un fou Tricheur. et parce que c'est moi qui ai le micro en main. Donc, mon top, je vais par contre être plus rapide parce que je pense que les films qui sont peut-être un peu plus connus que les vôtres pour la plupart. Donc, le premier, c'est Mad Max Fury Road. Oui. Voilà, je l'ai m'arrête pas là. vu. Je pense que si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Pour moi, c'est le film d'action par excellence. Il y a tout dedans. Enfin, je veux dire, j'ai commencé le cinéma par des films d'action. J'ai regardé ça avec mon père. Donc voilà. Et Mad Max, c'est quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça, c'est mon film préféré. J'ai vu le film, je me suis dit, c'est mon film préféré. Tout est parfait. Musique, film, scénario, tout est trop bien. Le jeu d'acteur est trop bien. Tom Hardy, c'est enfin un bon rôle. Je trouve que Tom Hardy, c'est un acteur excellent, mais qui a pas toujours fait des super rôles. Charlize Theron est incroyable, tout le monde est génial. Bref, une tuerie. Et George Miller, un génie. Comme deuxième, c'est un film dont je parlerai la semaine prochaine, donc je sais pas si je peux vous en parler maintenant. Donc voilà, on va juste dire que c'est un film de Guadagnino, vous saurez c'est lequel. Ensuite, deux films d'animation. Donc il y a un autre film dont on parlera la semaine prochaine, qui en fait partie du coup, mais d'Adam Elliott, voilà, comme ça c'est encore vague. Et Spirit Away, donc de Miyazaki. C'est mon premier film d'animation, je me suis dit en fait l'animation c'est peut-être mieux qu'un film. Genre, je sais pas si vous l'avez vu du Ah coup. ouais, carrément. Ouais, ouais. Moi, je tombe amoureux de l'animation à partir de là. C'est là que je me suis dit, en fait, l'animation, ça me vaut la peine d'être vu et d'être travaillé autant qu'un film, quoi. Je sais pas Mhm. si vous l'avez vu. Non, Donc, pas du Spirit tout. Away, Non. Voyage de Chihiro. Ah oui, alors. C'est ça. Il faut dire Ah, en d'accord, français. oui, hein. Oui, pardon, pardon. Bien ok. sûr, le voyage Chihiro, Oui, ça m'a oui. gros traumatisé dans ma vie, ça par exemple. J'ai eu très peur de Quiproquo. quitter mes parents après, j'ai fait une petite dépendance affective. Ouais, c'est vrai. Mais moi, étonnamment, c'est pas celui qui m'aurait le plus marqué de De Miyazaki. Miyazaki. Mais ouais, il est. Ouais, moi, c'est pas mon premier Miyazaki, je pense que j'en ai vu d'autres avant, mais c'est vraiment celui qui m'a bouleversé. Enfin, je me suis Ouais. dit en voyant le film, waouh, 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 waouh. Et après ça, j'ai enchaîné avec je sais pas combien de films d'animation japonais et j'ai kiffé. Ah oui, non, c'est une porte ouverte sur. plein d'autres Et je peux films, pas il ne est pas citer délicieux. La Revanche d'une blonde, qui est mon film antidéprime numéro 1 dans la vie. Donc c'est pas grave, je le cite. C'est pas un super film, mais je l'aime. Et regardez-le, c'est l'antidéprime par excellence. Mhm. Vous le regardez en boucle, ça fonctionne quand même. Le 1 et le 2. Les deux. Et le film, par contre, cinéphile, parce qu'on est obligé de mettre un film cinéphile pour dire qu'on s'y connaît en cinéma et tout ça, et qui est aussi mon réalisateur préféré, en dehors de Guadagnino, c'est Mulholland Drive, donc de Bien David sûr. Lynch. Bien sûr. Eva, tu ne peux que valider ce film, je pense. Oui. Et ouais, c'est là que j'ai compris le sens d'un film contemplatif et que je me suis dit que le cinéma, c'était pas que de l'action Mhm. et qu'il y avait aussi de l'intérêt dans ce genre de scène, de compréhension, de trucs. Mhm. Je trouve que c'est un Ouais. chef-d'œuvre de A à Z. Je suis bien d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des actus ciné, donc des 2 dernières semaines. Et commençons directement, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, c'est la dèche. C'est la dèche, même pour Timothée. Ben oui, la promo a pris trop de temps. C'est la dèche, les méchants huissiers nous exproprient. C'est la dèche, papa va devoir trouver un nouveau travail, à moins que... C'est la dèche, on recrute les books à la NBA. Mais on commence tout de suite, parce que c'est la dèche, on n'a pas de quoi se payer un traitement. Allegedly, Ogakurusan,
けどちょっとね私も仕事があるのでなかなか難しいんですよね。なかなか11歳でこういう文章を書ける子っていないんです。発想もユニークですし。 Et donc c'est parti pour Renoir. Donc c'est un film de Shii Ayakawa avec notamment Yui Suzuki et Lily Franky. Bon, vous remarquerez que mon accent japonais n'est pas encore à la hauteur, mais promis, j'essaierai de faire des efforts. Donc petit résumé, le père de Fuki est atteint d'un cancer en phase terminale. Sa mère tente désespérément de se préparer à l'insurmontable et ainsi délaisse sa fille. Fuki, livrée à elle-même, tente ainsi de trouver de l'attention par tous les moyens et pas toujours les meilleurs. Donc, pour ce film, on est deux à l'avoir vu, Oui. moi et Eva. Ouais. On est plus ou moins du même avis sur ce film-là. Je te laisse commencer. Bah oui, je vais pas être très originale parce que je veux dire exactement la même chose que toi, mais j'ai eu le temps long. Très long. Très très long, genre honnêtement, et je dis pas ça pour être méchante, mais le film aurait gagné à être une bonne demi-heure plus court. Ouais, Et vraiment. mais c'est comme t'es expliqué en fait, il se passe pas grand chose et des films qui ont le temps long et qui bah, ça peut être intéressant, mais tout le monde n'est pas Chantal Akerman. Et ici, franchement, oui, rien ne se passe. Le truc aurait pu être très intéressant. En tout cas, moi, il avait tout pour tout me plaire. Et c'est généralement le genre de film que j'apprécie énormément. Mais là, j'étais aussi très fatiguée quand j'étais voir le film un vendredi midi. C'était peut-être pas le meilleur moment. Mais oui, non, je suis clairement passée à côté. Ouais, je suis Ouais. plus ou moins sur les mêmes idées que toi. En vrai, moi j'ai été le voir, donc je fais beaucoup ça des après-midi ciné où je vais voir 3-4 films en un seul après-midi. Et donc je sais pas si c'est lié justement au fait que j'avais vu 2 films avant qui étaient des films très moyens. Donc c'est 2 films d'animation dont on parlera juste après. Et donc j'arrive sur celui-là et franchement c'est moi un peu, je l'attendais beaucoup. J'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, oh, film japonais, déjà moi ça paraît avec un +1. Film où on se centre sur un personnage, un enfant. Enfin, c'est déjà encore un +1 parce que je trouve ça hyper intéressant. En plus, qui va explorer pas mal de thématiques, des trucs quand même très particuliers. Ouais. Ça avait l'air, franchement, ça avait vraiment tout pour me plaire. Et j'arrive devant le film et je me dis, ok, c'est le début, c'est pas grave, faut le temps que je rentre dans le mood. 1 heure passe, et 1 heure passe, il se passe rien. Ouais. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Et en fait, on voit qu'il peut se passer beaucoup de trucs et que le réalisateur décide de faire des hors-champs tout le temps. Donc à un moment donné, il va se passer quelque chose, on coupe et on arrive avec une Ouais. ellipse temporelle. Et à chaque fois qu'il pourrait se passer quelque chose d'intéressant, on a une coupure et c'est pas grave, on fait passer. Et j'entends que c'est difficile, c'est mieux de montrer des hors-champs et on en a parlé, donc on en parlera la semaine prochaine dans notre épisode où on parle justement de l'importance des hors-champs et que les hors-champs peuvent simplement faire un film. Là, Ouais. par contre, ça détruit le film. J'avais noté ici, en cinéma, on parle souvent de show, don't tell. Donc, montre, ne dis pas. C'est une notion hyper importante, c'est-à-dire que quand on peut montrer quelque chose, on le montre, on va pas le dire. Hitchcock, c'est le maître de ça. À chaque fois, il va vous montrer par des éléments de langage cinématographique, un zoom, un gros plan, ou alors, j'en sais rien, un plan d'ensemble, ce genre de choses, les éléments qui vont être importants pour l'intrigue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Un chant contre chant, c'est un dialogue, par exemple. C'est souvent ça. Et ici, du coup, c'est à force d'arrêter de vouloir montrer, donc de pas utiliser donc de dialogue, d'utiliser sa caméra et surtout d'utiliser des hors-champs, en fait, il ne raconte rien. Ouais. Et son personnage féminin qui est principal, qui pourrait être hyper intéressante, au final, elle est banale et elle est même à la fin un peu antipathique. Ouais. Vraiment. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais il semble qu'il a été à Cannes. Oui, oui, il est pas inaperçu d'ailleurs. Ken. Ouais, Pardon. et je trouve ça absolument fou à quel point enfin, c'est impressionnant déjà de voir de base dans la sélection, un peu moins pour le moment, mais ça a été vrai tout un temps. Des critères super précis sur qu'est-ce que c'est qu'un film qui va à Cannes. Ouais. Et ici, j'ai l'impression que ces critères-là ont tellement été étirés et poussés à l'extrême qu'ils sont complètement vidés de tout ce qui faisait que Que Ken, c'était c'était chouette. intéressant, Ouais, quoi. c'est ça. Et Mais non, oui, évidemment, franchement, on est sur un film d'auteur, effectivement, sur un film un peu cryptique, qui est personnel, Ouais. j'imagine en tout cas. Enfin, mhm. et tout ça, on comprend évidemment que c'est pour ça qu'on a un petit tableau avec des scores et je peux pas aller en dessous de. Moi, je peux pas aller en dessous de 2,5, je peux pas aller en dessous de la moyenne parce que Ouais, moi non le plus. film a beau être long, je sens qu'il y a quelque chose. Le film n'est pas antipathique du tout, C'est même ça. si les personnages l'est, mais, non. Et il est beau aussi, je veux dire, c'est des plans qui Ouais. sont quand même pas mal construits, les dialogues sont pas laids, c'est quand même un film qui est ok, mais c'est un film qui se laisse un peu, qui glisse sur moi. Vraiment, Oui, c'est ça. dans un mois, j'aurais tout oublié. Déjà là, Ouais. je l'ai vu il y a quoi? Il y a 1 semaine. Mais Et en ouais. 1 semaine, il m'en reste pas grand-chose. J'ai En vu il y a fait, j'ai 3 réfléchi. jours et Il y a rien. la scène donc chez l'illusionniste, on va appeler ça comme ça, tu vois, quand elle va chez quelqu'un Et qu'elle fait son et truc qu'elle filme. d'hypnose. Oui, c'est ça. Ok, oui. Il y a ce truc-là, il y a la scène avec le père. Ouais. Encore une fois, il y a tout un dialogue avec le père que je vous ai mis donc dans le résumé. Là, le père est atteint d'un cancer et en fait tout ça, on le montrera jamais.
Ouais, On non. comprend que le père, c'est pas du tout un spoil si je vous le dis, ne le prenez pas pour ça, mais le père, il est en phase terminale, donc il va mourir en fait pendant cet été-là. Et les funérailles, par exemple, ne sont absolument pas mises. Non. Enfin, je veux dire, il ne se passe rien. Elles sont, on en parle parce qu'il y a, Elle le dit, il y a elle le rappelle avec. les robes noires quand lui rentre chez eux et qu'il ouvre le placard et que en plein milieu du placard il y a une robe noire alors que lui est pas encore mort. Oui, Elle essaye sa robe, que la petite fille essaye sa robe, puis qu'elle va l'acheter, sa mère la découvre dans les toilettes. Donc si les funérailles sont un peu là ici quelque part, mais c'est vrai qu'elles sont pas montrées. Ouais. Et je peux comprendre, mais bon. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. On reprend pour Renoir donc. Moi. Renoir, autre chose que dont j'aimerais parler, c'est la relation avec la mère en fait. Moi j'y allais surtout pour ça au départ, j'y allais vraiment pour la Ouais. relation entre mère et fille, et qui est aussi promis dans le résumé. Hein. Moi dans mon résumé il était noté que la mère allait manquer d'attention par rapport à sa fille, Mhm. qu'on allait voir une fille qui essaie de prendre attention, qui essaie de se battre, etc. Ah ouais. Au final, ouais, je te Mais jure, enfin moi, justement, avant de voir le film, je sais que j'allais voir quelque chose sur une petite fille qui se prépare au deuil de son papa. Point. bah oui, mais elle a une relation avec sa mère quand même. Je veux dire, la Mhm. mère dans notre relation, elle est Oui, centrale et tout ça. Au final, c'est elle est ça. absolument pas centrale dans l'histoire. Non. Enfin, il y a du aucun tout. personnage qui est central sauf elle, qui est même quasiment accessoire. Ouais. Pardon, mais bref. Et c'est comme. Mais, Ouais. vas-y, Mais le film raconte plein de choses. Enfin, essaie de raconter plein de choses, mais se perd. raconte rien. T'as beaucoup de mal à suivre ce que le réalisateur essaie de nous dire. Pareil avec la maman quand elle va rencontrer. Je sais pas à quel point c'est un divulgachage, mais la maman va rencontrer quelqu'un T'inquiète, il se et passe la rien, tu petite peux rien fille divulgacher. va, la petite fille Pardon. va essayer de lancer un sort pour arrêter l'amour. Je sais plus exactement comment est-ce qu'elle Ah le oui, dit. c'est vrai. Et pareil, et puis après on n'en reparle plus. Alors que je trouve que c'est super intéressant aussi. Bah, ce Enfin, personnage, la petite fille est intéressante. En vrai, oui. c'est vraiment ça. Et l'actrice joue vraiment bien. Je Alors, suis d'accord les aussi. caster un enfant, c'est difficile. Et une actrice enfant joue bien, c'est encore plus Ouais. difficile. Et là, elle joue vraiment très bien. On comprend ce qu'elle veut. J'y crois du début à la fin à ce personnage. Il n'y a rien à Ouais. faire. Elle a beau m'être antipathique, je la comprends. Et voilà. Mais non. Enfin, il y a 1000 trucs qui sont ouverts, 1000 Bah oui, possibilités ça qui tombe sont plat, ouvertes. quoi. Et ça tombe vraiment comme un soufflé. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Triste. Donc, allez voir ou pas. Je le conseille quand même, peut-être que vous allez apprécier, peut-être Oui. que c'était nous. Hein. Voilà. Donc, Renoir, un film donc, de Hayakawa, pardon, avec notamment Yui Suzuki et Lily Franky. Qui dit film coréen dit film japonais. Ah non, c'est l'inverse. Quoique, si en fait, film coréen. Donc on enchaîne maintenant avec No Other Choice. 면접 보셨죠? 떨어졌죠. 면접 본 분들을 찾아뵙고 있는데요. 그 두 분이 사라지셨어요. C'était donc, maintenant à présent on va parler de No Other Choice, un film de Park Chan-wook avec notamment Lee Byung-hun et Yi Jin Son. Je vais y arriver. Et on t'écoute Eva maintenant pour le résumé. Oui, mais donc No Other Choice, c'est l'histoire d'un père de famille qui est viré du jour au lendemain de son job dans une fabrique de papier, qui est rachetée par une société américaine et qui doit se restructurer. Et donc, suite à son nouveau statut, il ne parvient plus à joindre les deux bouts et trouve une solution pour le mieux originale, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire original, c'est sûr. Donc effectivement, je vais commencer ici. On l'a vu, on a tous les deux aimé. Oui. Eva m'a copié encore une fois, c'est pas grave. Mais oui, donc j'ai été voir le même jour, donc Renoir, le film dont on vient de parler juste avant, et donc No Other Choice, qui est mon film final. Donc peut-être que je le surestime en fait, peut-être que je le surcote, c'est fort possible, parce Ouais. qu'en fait la journée était catastrophique. Donc la même journée, j'ai regardé Goat, Les Légendaires et Olivia. Puis j'ai vu Renoir et j'ai terminé avec No Other Choice. Donc autant vous dire que l'effet de contraste était Ouais. violent. Donc No Other Choice, le réalisateur, pour rappel, c'est Park Chan-wook, celui qui a fait Old Boy. Old Boy, je répète encore une fois, Old Boy. C'est un de mes films préférés donc dans le cinéma coréen, vraiment j'adore. Et j'étais très impatient de voir son film. Je trouve qu'il a un soin très particulier à la mise en scène, je sais pas ce que t'en penses toi Eva, mais Oui. ici sa caméra est folle. Enfin j'aime trop sa caméra. Elle prend des plans qui sont trop bien et les transitions sont parfois très 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 kitsch, mais qu'est-ce que c'est cool. La transition de la masse, je sais pas si tu vois, je sais plus ce que c'était un couteau ou je sais plus quoi, c'est une transition sur le visage de la femme, mais c'était la bêche, c'était ça, la bêche sur le visage de la femme. Oh, c'était génial. Mais il y en a plein comme ça, vous verrez, c'est des Oui, transitions oui. qui sont hyper soignées. C'est vrai qu'on fait pas attention à ça, je trouve que dans le cinéma moderne, c'est un peu vu comme quelque chose de kitsch et un peu gros, les belles transitions, mais c'est quand même agréable à regarder. Enfin moi j'aime Oui. vraiment bien.
Vas-y, Eva. Tout pareil. Non, franchement, moi j'ai surkiffé. Je l'ai pas vu après des films bof. Donc lui tout seul, franchement, mérite son petit 4 sur 5, son gros 4 sur 5. Son Pardon. gros 4 sur 5, je suis d'accord. Oui, c'était fantastique et un peu bah, voilà, dans la même veine que Parasite et c'est le critique Du capitalisme. du capitalisme, oui, Ouais. pardon, je cherchais mes T'inquiète. mots. Qui est fait d'une manière différente parce que ici, je disais, je sais plus où, que ben, les personnages se battent pas pour juste survivre euh, et avoir quelque chose à manger sur leur table le soir. Ici, il se bat pour garder son statut qui en soi, voilà, il doit enlever Netflix à son fils, Waouh, quelle horreur. vendre leurs beaux meubles qui sont d'ailleurs. Enfin, moi, on avait discuté avec Marco aussi. Mhm. Moi, ça m'avait impressionné à quel point le mode de vie de cette famille-là et de l'autre cadre, celui qui qui habite dans une espèce de chalet. Ah oui, Ouais, à oui, quel oui. point est-ce que leur mode de vie à eux est super occidental et même l'autre. Oui, et sur ça, j'étais justement pas spécialement d'accord. Oui, Donc ici, on est sur un film en même temps, et j'y ai réfléchi et je suis d'accord avec toi, c'est très occidental, mais j'ai l'impression que le cinéma de façon générale coréen, enfin, ou peut-être c'est la société coréenne, j'en sais rien du tout, hein, mais en tout cas, est très occidental. Quand vous mais ici prenez. j'avais l'impression que c'était vraiment poussé à l'extrême. C'est genre j'avais l'impression de voir le bobo de Saint-Léo. Mais après, c'est aussi un remake du film donc, de Costa Gavras qui est Le Oui, Couperet. Et je me dis peut-être que c'est aussi ça, par héritage au film, il a peut-être voulu essayer mais de c'est coller ça. à NDA. J'ai pas vu le film donc, de Costa Gavras. Moi non Et plus. par contre, qui lui aussi est tiré d'un livre, encore une fois, un livre, je pense, anglais, donc de Donald E. Westlake, donc lui est british en tout cas, et, qui s'appelle aussi Le Couperet. Du coup. Mhm. Et je sais pas encore s'il veut coller à l'esthétique du livre, peut-être que le livre est comme ça, ou si justement c'est un portrait de sa société telle qu'elle est maintenant, la société coréenne. Oui, Quand bah, je prends Parasite, les tenues dans Parasite, les décors, etc., sont quand même très occidentales. oui, mais pas autant que là. Enfin, Ouais, ici c'est vrai que c'est bah, aussi on est sur le capitalisme, on est sur une critique encore. oui, c'est pas seulement la lutte Le des classes. Parasite, c'est la lutte des classes. Ouais, Ici, c'est vraiment le capitalisme qui est pointé du doigt. Dès le début, on a cette scène où il mhm, essaie de rattraper le patron, là ouais, où c'est ça. il veut lui montrer qu'il a préparé son petit speech pour se défendre et le Mhm. patron l'écoute même pas, il passe à côté. Mais justement, moi je trouve que c'est vraiment très. Comment vais-je dire? Très pertinent de. Enfin, en tout cas, si effectivement c'était voulu de représenter la société occidentale de manière Mhm. tellement presque caricaturale, je trouve que c'est C'est super caricatural à pertinent parce crever, que bah, c'est sa société à lui se fait racheter par une société américaine. C'est à cause de cette société-là que lui perd son travail, son statut et qui doit lui se forcer à faire des choses absolument abominables pour pouvoir se maintenir à flot dans cette société capitaliste qui a justement été amené par l'Occident et par Ouais, ouais. et donc non, Ouais, moi t'as j'ai raison, trouvé c'est ça une super lecture du film, pertinent. clairement. Ouais. Absolument. C'est vrai que je n'avais pas vu du tout cette lecture-là, mais en parlant de ça, le scénario est vraiment, vraiment chouette. Enfin, c'est un scénario, on a l'impression d'avoir déjà vu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, j'ai l'impression oui, d'avoir déjà vu un film comme c'est ça, ça. ce genre de thriller psychologique où on suit un peu comme ça un tueur, Mhm. etc. Enfin, un tueur. C'est pas un spoiler dire qu'il y a tué. Si vous avez la bande-annonce, vous vous doutez bien Voilà. qu'il y aura un peu de sang. Mais et oui, c'est quand même chouette. Enfin, je veux dire, Ah, j'ai trouvé ça génial. ouais. Et enfin, le montage. Moi, j'ai un problème avec le montage en ce moment. C'est mon nouveau kiff. Je vais apprendre à monter. Et le montage de ce film est quand même très, très, très saccadé. Et beaucoup plus saccadé que d'autres films. Ouais, ouais. Après, All Boy était la même chose, hein. Je pense qu'il a un montage qui lui est très fluide. Et ça permet justement d'avoir un rythme très rapide dans le film. Et justement d'avoir des moments qui sont hyper rapides et des moments beaucoup plus lents. Et les ruptures de ton à la coréenne, quoi. Donc le cinéma C'est coréen, ça. je pense qu'une des caractéristiques de son cinéma, je suis pas un expert du tout, et à tout moment, monsieur. C'est comme monsieur C'est comment mon voisin. Monsieur mon voisin dira le contraire. Mais je pense que le cinéma coréen se caractérise notamment par des ruptures de ton très, très violentes et très abruptes. Euh, je prends Parasite parce que c'est maintenant devenu l'emblème du cinéma coréen actuel, mais même dans Old Boy, et même dans les autres films de Park Chan-wook comme Mademoiselle, que j'avais vu Ouais. aussi, on a des ruptures de ton qui sont tout le temps, et en fait on passe du comique au tragique en un claquement de secondes, et une réplique nous fait basculer d'un côté à de l'autre, et Mais j'adore, franchement ouais. j'adore, ça change en fait notre cinéma, et ça fait du bien. Enfin, le film est vraiment fraîchissant, et dans cette Mais c'est journée ça. catastrophique, Je suis désolée pour avoir toi. un film comme ça qui apparaît, c'est génial. Enfin, je mourrais de rire, j'étais heureux, c'était trop cool. J'aimerais aussi faire un petit mot donc sur les musiques. Je sais qu'Eva aussi t'as kiffé les musiques. Oui. Peut-être pas autant que toi, je pense, parce que c'est pas non plus. Je dirais pas que c'est ce qui m'a marqué le plus. Ah ouais, ok. Mais je suis bien d'accord pour dire que ça participait à, À l'ambiance, au ouais. plaisir que j'ai pris. Ouais, je vais juste le citer parce qu'on sait pas assez, je pense, des compositeurs. Notre compositeur perso, je pense, sera content de ce geste. Donc, Jo Yeung-wook, donc il est compositeur donc, de Park Chan-wook et c'est lui qui en fait le suit dans tous ses films. Il a fait notamment Old Boy, Mademoiselle, en plus donc de celui-ci. Et le truc dans ses musiques,
Je vais pas les spoiler parce que si j'explique les musiques, ça va vous spoiler des petites surprises que moi j'ai adoré. La deuxième musique du film, par exemple, elle est brillante, elle est brillante, elle est brillante. Enfin, écoutez-la si vous êtes sensible à ça, vous verrez directement de quoi je parle. Et faut savoir quand même que les musiques, c'est un peu quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté, je trouve, dans les films. Enfin, on a Oui. tendance à pas faire attention parce que c'est quelque chose qui soutient plus la narration que ce qu'elle Mhm. donne comme image. Et pourtant là, en plus de la soutenir, ça l'aide à avancer, à se développer. Enfin, gros fan de la musique du coup. Autre chose à rajouter? Non, pour moi, c'est à peu près tout. Moi aussi. Donc c'était Another Choice, donc de Park Chan-wook avec Lee Byung-hun et Son Ye-jin. J'ai réussi comme un grand cette fois. 당신 할 수 있어? Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Plus d'argent, c'est vraiment compliqué. Mais quand t'as plus d'argent, que t'es exproprié de chez toi et que t'es rejeté par absolument tout le monde, il paraît que c'est pire. Je m'appelle Olivia. J'habite à Barcelone avec ma maman et mon petit frère Tim. Tout allait bien jusqu'à ce que tout bascule. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous expulser de la maison. Et moi, je suis tombée de très haut. Si la situation ne change pas rapidement, je vais être obligée de placer les enfants dans un foyer d'accueil. Ils vont pas nous séparer, je te le promets. Voilà, à ton tour Félicien, on t'écoute. Que diriez-vous à votre petit frère si vous vous retrouviez du jour au lendemain expulsé de votre appartement à peine 12 ans? Meurs. Ah bon, merde. Olivia, elle décide d'inventer une histoire de film dans lequel elle et son frère tiennent des rôles et pour lequel elle est la seule à savoir ce qu'il se passe. Film ou non, les deux enfants vont devoir se battre face à la dépression de leur mère, mais aussi contre leur séparation. C'est aussi dans cette difficile aventure qu'ils feront des rencontres riches qui donneront le sourire malgré les épreuves endurées. Bref, vous l'aurez compris, Olivia et le tremblement de terre invisible, c'est l'histoire de la pauvreté vécue à hauteur d'une d'une adolescente, à peine sortie de l'enfance, tirée de l'ouvrage La vie comme un film de Maïté Carranza. Super, merci Félicien. Donc, c'est plus positif que moi. Je propose qu'on commence par toi. Ok. Déjà, moi, la première chose que je m'étais dit en sortant du film, c'est que j'étais content qu'on sorte qu'on sorte un peu des mondes imaginaires dont on a l'habitude de voir en fait dans les fictions à destination d'un jeune public, Mhm. pour s'ancrer un petit peu plus dans le réel en fait. Je pensais notamment à Zootopie où il y a aussi effectivement Tu un critiques message Zootopie, t'es sûr? Pas du tout. Ah non, aucune critique. En plus, j'ai pu le voir depuis Ah, chouette. le temps. Enfin bref, mais je critique absolument pas ça. Mais voilà, on est toujours dans des mondes comme ça où on doit mettre des animaux à la place des êtres humains. Enfin, c'est une autre réalité, c'est pas problématique. Mais là, je trouvais ça sympa voilà, là on était plus ancré dans le réel, donc ça j'aimais bien. J'aimais bien aussi le fait que ce soit compté comme une aventure. Donc on est dans une histoire qui est quand même fort triste. Donc on parle de l'expulsion d'une mère seule avec deux enfants, en bas âge, pas en bas âge mais quand même assez jeune. Donc c'est quand même assez difficile. Mais le fait que ce soit compté comme une aventure, ça fait que l'histoire est pas larmoyante, je trouve. Il y a des moments même le film est fort positif. Ouais, je reviens dessus après pour le défoncer un peu, mais par rapport à ça, par exemple, discuter. je suis d'accord avec toi. Le film n'est pas larmoyant, mais il n'est pas non plus très comique. Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'étais dans une salle avec quand même pas mal d'enfants, moi, je sais pas toi, et pas un seul rire. Oui, je vois ce que tu veux. Et ça vient de certaines choses que j'ai trouvées négatives, ça c'est vrai. Ok. Ça se voit que c'est un film d'adulte fait pour les enfants. Ouais. Ce qui est le cas, absolument ça, ce qui est le cas la plupart du temps. J'ai encore jamais vu un film réalisé par des enfants. Mais non, mais Oui. je trouve que là, ça se voit particulièrement. Il y a certains films, je pense que ça c'est peut-être moins flagrant. Là, c'est vrai que voilà, les séquences de rap, par exemple, je ne comprends pas pourquoi est-ce que En énormément plus, de c'est cringe, réalisateurs. je suis désolé. Oui, c'est très cringe et je ne vois pas en quoi ça rajoute quelque chose. Et ça fait vraiment yo les jeunes, quoi. Enfin, Oui, tu vois, ça fait penser. Je sais pas si vous avez vu La Vie en gros. oui, c'est ça. Moi, c'est une catastrophe voilà. de bout en bout ce film Voilà. à cause notamment des musiques. Enfin, je suis désolé, mais Voilà. commencer à rapper avec des gens qui savent pas rapper. Non, c'est sur- problématique. Oh, oui, c'est y a Enfin, rien c'est qui pas va. problématique, mais c'est nul, quoi. C'est pas problématique parce que c'est pas non plus. On se dit pas en mode. Oui, mais Oh c'est chiant. oui, c'est Mais réac. Non. comparé à La Vie en gros, je trouve que c'était moins présent ici. Peut-être que ça Non, m'aurait c'était plus moins choqué présent, de ouais, bien La Vie sûr. en gros quand même. Mais il y a deux moments comme ça. Et je prends Ouais, un ouais, autre exemple. Ça m'a fait penser à la stop motion lourd. de. Je sais pas si t'avais vu Ma vie de courgette.
Ouais. Je l'ai pas vu, mais je vois, Bah ouais. de... C'est sur un scénario de Céline Sciamma. Oui, c'est ça, de Céline Sciamma, j'allais dire, je pensais à toi maintenant, Eva, mais oui, absolument, c'est un scénario de Céline Sciamma. Ouais. Et donc, absolument. Et le film était vraiment bien, c'est un stop motion aussi. Et il n'y a pas de cringe comme ça où il commence Ouais, à bah oui, rapper c'est ça. avec. Je comprends pas Je ce peux comprendre. délire là actuellement des réalisateurs de se dire on va faire une animation, on veut parler aux jeunes, faisons un petit moment rap un peu Ouais, cringe. c'est ça. Non, ça c'est vraiment. Donc, ça, tu as raison, ouais. C'est coup marketing bizarre. Ouais. Ouais. Mais sinon, par rapport à autre chose aussi, moi j'ai bien aimé les motifs récurrents qu'on voit, peut-être parfois un peu trop lourd aussi, voilà, très ça évident. Maintenant, voilà, la baleine, quand elle tombe à chaque fois, c'est pas mal. Un autre aussi, c'est la figure du policier. La figure du Ça, policier, j'aimais ouais. bien parce que La figure du policier est hyper intéressante, beaucoup plus ouais, que la c'est baleine, ça. je trouve, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, il ressemble à un motard, clairement. On voit pas donc il est casqué, on ne voit pas sa tête. On voit qui est surtout pas son masqué, regard, en fait. et on c'est voit pas vraiment- son regard, on voit rien du tout. Il est tout le temps filmé en contre-plongée, donc c'est-à-dire qu'il y a une forme de domination par rapport à l'enfant qui le regarde. C'est souvent Au cas où, l'enfant une qui le regarde contre-plongée, aussi. tu peux expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui nous écoutent? Ouais, donc filmé avec la caméra par le bas, donc on le voit En plus grand. très dominant. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Mais je trouvais que ces motifs-là étaient quand même assez intéressants. Oui, je suis d'accord. Le policier, je reviens dessus 2 secondes aussi, Ouais, mais ouais, c'est vrai vas-y. qu'en plus de ça, le policier a pas de regard et en plus de ça, il est enfin, on peut pas l'identifier. Il est vraiment Ouais, ouais. anonyme, c'est ça que je Ouais, veux dire. Ils ouais. sont tous les mêmes en fait. Ils ont Mais pas il revient d'humanité. plusieurs fois, mais oui, Ouais. c'est ça. C'est Et pas à la sur fin, fait justement, on lui donne une certainement le même. petite âme comme ça. Enfin, c'est bizarre à dire, mais à la fin, je vais pas le spoiler pour ceux qui vont le regarder, mais je sais pas si tu vois la résolution du problème à la fin. Ouais. Et ben à la fin, les policiers justement, ils parlent. On va dire ça comme ça. On entend leur voix Ok, ah oui, et c'est ils vrai, font des j'avais trucs pas, et pourquoi pas. Ouais, Je ouais, dis ouais. ça, j'ai beaucoup aimé le film que Félicien. Justement, je vais faire une petite pause. Je sais pas si ça te va, Félicien, comme ça. Oui, J'ai oui, envie allons-y. d'un peu. Allons-y. On fait une petite pause. On revient juste après. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Donc oui, moi ce qui me pose aussi des fois problème dans le film, et c'est certains sujets en fait. Toi, tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, il y a plein de sujets qui sont vachement défendables. Par exemple, le fait que l'expropriation, dénoncer ça, notamment le capitalisme de façon générale. Donc voilà. Par contre, moi, il y a une scène qui me pose un gros problème. C'est cette scène où en fait la petite était donc expropriée de chez elle. Elle arrive dans un bidonville, clairement. Et dans ce bidonville, à un moment donné, elle est sur son téléphone. Elle n'a pas de wifi. Et donc elle monte à l'étage, elle monte sur le toit. Elle regarde son téléphone, elle voit qu'il n'y a pas de wifi. Elle lève les yeux et elle voit le paysage comme ça. Elle dit « Waouh, c'est beau !» Et ce que Ok, la ça réalisatrice va essaie pas de du nous tout faire me voir faire ça, l'effet. c'est vraiment un truc de en fait, votre téléphone, c'est pas bien, quoi. Oui, oui, Ce qui est bien, c'est la nature, et regardez comme le paysage est beau. Je rappelle, elle est dans un bidonville, elle vient de se faire exproprier de chez elle. Son téléphone, c'est son Ouais, seul moyen non, de non, contacter ses c'est- amis d'avant. Je trouve ça hyper limite. Et surtout, c'est un peu ces discours de vieux réac qui Ouais, vient dire ça, oui, non, clairement. mais les jeunes et leur téléphone, ils n'arrêtent pas. Moi, de mon temps, il n'y avait pas ça. Les jeunes jouaient dans la cour. Et c'est vrai que le film est un peu sur ce mood-là, mais j'aimerais de faire le lien aussi avec une des caractéristiques du projet, c'est qu'il est tourné sur 20 ans, en fait. Et c'est vrai qu'en 20 ans, je pense que les modes de vie des gens en 2005, et surtout des enfants, sont plus tous les mêmes que ceux Ouais, maintenant. clairement, clairement. Et donc maintenant, vous retirez un téléphone à un enfant, je pense qu'il pète une durite. Surtout un ado de 12-13 ans comme elle a l'air d'avoir, c'est fini, quoi. Donc Ouais, oui, j'imagine ouais, que c'est ouais, lié à ça, mais à clairement. cause de ça, ça reste un petit problème. Et j'ai un petit problème aussi, moi, avec j'adore la stop motion. Donc vous l'écouterez la semaine prochaine, mais mon top 3 est un film de stop motion, et je considère la stop motion être pour moi l'une des meilleures sources de cinéma d'animation. C'est l'un des plus créatifs, l'image par image, c'est hyper chouette, et ça donne vraiment des trucs fun. Là, la stop motion est ok pour moi, mais je trouve qu'il n'y a aucune idée. Elle Il est y a pas aucun- travaillée. Elle n'est ouais, pas ouais. travaillée du tout. Je veux dire, ils ont de la chance Elle est de pas jouer. revendiquée. Elle n'est pas revendiquée, oui. On dirait que tu cites donc notre professeur Monsieur Tomasovic, mais qui expérimente que la stop motion peut être comme ça, mais c'est ça. Vous prenez un autre film, je vais pas spoiler le film de la semaine prochaine, mais un autre film du même réalisateur, c'est Mary et Max, donc un film d'Adam Elliott, qui est un très très grand réalisateur de stop motion, et qui lui va jouer justement avec cette texture de la plasticine pour justement faire des formes différentes, faire des contextes différents et faire des trucs de fou, quoi. Là, il a la chance de travailler avec la stop motion, et Ouais, non, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Elle est très lisse. et inutile. Elle est inutile, oui, c'est ça. On se Je veux dit dire, pas en ça le aurait pu être en voyant, c'est un dessin, film ouais. de stop motion. Enfin, Elle a on pris s'en 20 rend ans pour le compte, mais- faire, mais elle aurait pu le faire en dessinant en 5 ans, ça aurait été la même chose, quoi. Enfin, pardon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'impact à cette stop motion, et cette idée Ouais. d'image par image, où il y a vraiment l'idée du temps passé, du temps vécu, cette empreinte du temps, là, elle n'est pas tout ressentie, je trouve. Oui, non, Voilà. ça, Je sais formellement pas si t'as autre parlant, chose à le dire film par pas- rapport au film. Je regarde si j'ai des choses intéressantes. Bah, je disais juste, oui, peut-être aussi, c'est intéressant maintenant, je pense que c'est pas hyper novateur non plus, puisque je crois Ouais. que dans un film passé, enfin,
mais c'est l'idée qu'on bêtifie pas les enfants dans le film non plus. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont leur indépendance. Le petit frère quand même un peu, non? Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ouais. C'était plus dans l'idée avec la figure de la mère qui est du coup pas Ouais. présente parce que. Moi, j'ai des fois un petit problème avec la figure de la mère, c'est vrai. Ouais. Vas-y, explique la mère en 2 secondes. Bah, du coup, sa figure est très très peu présente étant donné que elle souffre d'une dépression suite à son expulsion, etc. Donc elle s'occupe pas du tout de ses enfants. C'est déjà sans- l'un des enjeux narratifs du récit. Ouais, c'est ça, sans en avoir la volonté. C'est pas une mauvaise mère à proprement parler, mais c'est la situation qui fait que bah voilà. Elle Elle nous a même peut plus décrit s'en au début occuper, comme une etc. bonne mère. Hein. Elle est même, oui, c'est ça, c'est petit à petit, on voit qu'elle ne s'en occupe plus, etc. Ouais. De ses enfants, mais vraiment dû à la situation. Mhm. Et donc face à ça, bah, les enfants doivent eux-mêmes prendre des décisions qui sont cruciales pour qu'ils puissent rester ensemble, que leur mère continue d'avoir leur garde, etc. Donc ça, je trouvais pas mal. Maintenant, c'est vrai que tu as raison, quand on repense à la base même du film, qui est de faire penser à l'enfant que toute Ouais. l'histoire est un film. Ouais. Voilà. En fait, en plus, et ça, c'est vrai que je me suis fait la réflexion pendant que je regardais le film. En fait, je veux dire, il est pas débile, l'enfant non plus. Et là, pour le coup, Il est infantilisé, il est il bêtifié. ouais. Et c'est pas non plus aussi bien fait. C'est le même système du coup. Enfin, la petite fille utilise le même système que dans La Vie est belle avec les camps de concentration. Du coup, c'est la même chose. Ouais, Enfin, oui, c'est le seul exemple qui me vient en tête. C'est pas aussi dramatique et c'est pas traité Non, comme ça en non, tout bien cas. sûr, Donc, mais- ça peut être une critique par rapport au film. Donc, il joue avec ça en faisant croire aux gosses qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est un film. Et donc, il y a un méta-discours par rapport au fait, bah tiens, on fait seulement tourner un film, alors que nous, on sait que c'est un film du coup qui se passe devant nous. Donc, il y a un petit jeu par rapport à ça qui est ok, pourquoi pas. Oui, mais ça n'apporte. En fait, c'est central dans le film. Je veux dire, même le livre, l'ouvrage duquel est tiré le film s'appelle La vie comme un film. Donc, ça veut dire à quel Ouais. point c'est quand même assez central. Et pourtant, ça ne sert à rien, en fait. Ça n'ajoute rien. Oui, c'est ça. Dans un livre, ça aurait pu être c'est intéressant de traiter Oui, du c'est film. ça, ouais. Par contre, dans un film, ils auraient pu utiliser plein de Ah langage oui, de ça cinéma aurait pour pu, parler de ça. ouais. On est dans un film Là, qui est dans un film, mais c'est en fait, bâclé. c'est bâclé, oui, c'est Cette ça. idée-là. Mais il y a beaucoup d'idées. Je trouve il a fallu 20 ans pour faire ce film. Normalement, je pense que l'idée a eu le temps de digérer. Et pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont un peu bâclés. C'est Le vrai. personnage de Lamine, par exemple, qui au départ est un personnage un peu cliché, qui finalement un peu on casse un peu Ouais, son ouais, cliché. ouais. Au final, en fait, c'est quelque chose de très classique. Même tous les personnages sont un peu Tous les personnages caricaturaux. sont caricaturaux et sont. Un peu Ah, bêtes. Pardon, ouais, mais c'est oui, ça. c'est un peu vite parce que caricaturaux en fait. Non, c'est ça. Mais c'est ça, on voit ça souvent dans le film. Enfin, j'en parlerai un petit peu pour les enfants de la résistance. C'est d'avoir vraiment à chaque fois une figure. En fait, pour simplifier la société, je pense, j'en sais rien, une figure, ça se marque très fort avec les enfants de la résistance, parce que mais ici aussi, bah voilà, dans la cité, on a le jeune noir, et puis délinquant. ouais, on va délinquant, avoir- mais quand même, vas-y, il est sympa. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, tous les personnages sont comme ça. Et au final, tous les personnages sont gentils d'ailleurs. hein. Et ils sont tous gentils au final, donc ils le monde sont est à la fois gentil. très lisses et enfin. Et oui, Je et sais il y a pas. c'est vrai, on prend les 4 personnages principaux. On a la grande sœur qui veut aider son petit frère et qui lui ment. On a le petit frère qui est un peu gentil, simplet, qui adore jouer avec des poupées, enfin des poupées, qui adore jouer avec des jouets, des espèces de Superman, là, son super truc. Je sais plus comment c'était. Oui, Et effectivement. on a Lamine qui est ce garçon des cités, qui vole, etc. Mais en fait, qui a pas un mauvais fond. Et on a, j'ai oublié comment elle s'appelle, Ouais, j'ai oublié la son nom, fille ouais. superficielle qui joue avec son téléphone, etc. Et qui est là et qui sert pas à grand chose en fait au final dans le récit. Ouais, ouais, ouais. On a cette maman africaine qui est un cliché sur pattes qui vient apporter de la Ah oui, oui. nourriture à excès, etc. Ouais, non, ça- Encore une fois, mais le film ne veut pas être méchant avec non, elle. ça, je veux non, dire, ouais, le c'est film ça, est très doux ça avec ses tente- Ça personnages. tente ouais. de donner une image, je pense, des cités aussi, et de montrer. Mais encore, ça simplifie, mais peut-être que c'est un peu trop simplifié de montrer aux enfants, bah regardez, voilà, les cités, c'est pas non Ils sont plus. pas différents de nous. Ils sont pas différents de nous, ils sont pas méchants forcément, nanana. Ouais, C'est un peu grossier. Je me dis C'est un peu peut-être grossier, ouais, ouais. c'est ça. Et ça prend un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un film d'adulte pour les enfants, et donc avec un langage, enfin pas un langage d'adulte, mais un langage d'enfant fait par un adulte, Ouais, ça c'est se voit grossier, trop, en ouais, fait. c'est vraiment grossier. Ouais, c'est ça. Et comme ça le montre bien, je pense, le fait que voilà, on est dans une salle, et c'est vrai que les enfants ne rient pas Ne ris pas, et je forcément, ne alors suis que pas c'est sûr qu'ils censé comprennent être toutes les drôle. thématiques. Peut-être, oui, même pas non plus. Mais Je il veux- faut pas en retirer non plus. Il n'y a pas que du négatif. Et Que encore du une fois, négatif, l'intention derrière évidemment. est pas mauvaise. C'est un Non. beau film. Si vous allez voir avec votre enfant, par exemple, c'est pas déconné. C'est le festival animé encore la semaine prochaine, donc Ouais, n'hésitez ouais. pas. Mais c'est vrai que c'est une petite déception pour moi. Je m'attendais à beaucoup. En fait, le film était prometteur. Je veux dire, un film qui Oui. parle des cités, etc. Fait un stop motion en 20 ans, avec un personnage principal qui est un personnage féminin, donc sur l'enfance. Pour moi, il y a beaucoup de trucs qui me plaisaient, en tout cas sur le papier. Ouais, ouais, Et pourtant, après coup, voilà. Il y a un dernier point que je voudrais aborder, c'est la thématique de la dépression par rapport à la mère. clairement. Mhm. Je la trouve très intéressante. En vrai, je trouve ça intéressant de parler de la mère et surtout le fait qu'à un moment donné, c'est pas parce que
on veut essayer de la réveiller, qu'elle va se réveiller. Je sais pas si tu vois, là, mais il y a une scène où la petite et son frère viennent près d'elle et essaient de allez, maman, viens, sans tourner perdu, etc. Elle n'arrive pas parce qu'en fait, elle n'en peut plus, elle est au bout du rouleau. Son mari est mort, ses enfants ont été expropriés, elle voit bien que ses enfants vont pas bien. Et genre, je comprends vraiment son personnage. Et pourtant, à la fin, genre du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts, c'est trop facile. happy end. Mais ça, la fin est pour moi Catastrophe. assez catastrophique parce que même au-delà de ça, il y a du coup la résolution c'est pas un conflit, Oui, mais oui. de la situation. Et donc, oui, happy end qui est sorti de nulle part. La mère revient, tout va bien. Happy end, Voilà, sans la doute, manifestation, hop, non, non, non. Et puis, bah oui, ok, finalement, les policiers s'en vont. Ouais, ok, mais Super, voilà, oui, c'est vraiment quoi, ça. Oui, c'est cool. Mais mais bon, ça en plus, je pense que c'est peut-être à la fois c'est trop enfantin pour nous, et à la fois je pense que c'est trop adulte pour les enfants. Je comprends pas le ouais, public c'est en ça, fait, oui, c'est oui, vraiment ça. oui, oui. Son public est vraiment Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à destination d'enfants avec peut-être des thématiques. pour essayer de faire parler les Pas- adultes, ouais, quoi. non, Pour c'est essayer de dire aux adultes, en fait, les thématiques sont importantes, donc allez le voir, c'est quand même super chouette. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un film à dire. Voilà. On y va en Ça cours de parle de ça. CPC, en Oui, secondaire, voilà, c'est fin, un film de fin cours de primaire, CPC. début secondaire, on se dit, allez, c'est parti les enfants, qu'est-ce que vous avez retenu de ces thématiques? Quelles sont les thématiques centrales? On va parler de ça maintenant, c'est parti. Bref. Donc, bon, on va arrêter, mais comme on oui. le dit, je pense qu'on a un peu grossi le trait parce qu'on a tendance on attendait beaucoup de ce film, je pense toi comme moi, Félicien. Oui, bah, Et au le final, on fait est un que peu ce soit déçus, stop ouais. motion aussi. Donc, c'était Olivia, donc un film de Irine Iborra, avec les voix françaises donc, de Gaspard Rouillet, Maya Baran et Tim Bellarzi. On dit les voix françaises ici parce que en fait, le film est disponible que en VF au Grignou, donc on va rester là-dessus. On enchaîne tout de suite, furieusement et rapidement, avec nos rapides et furieux. C'est Eva qui commence par nous parler de Hurlevent. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Alors, Hurlevent, c'est un film réalisé par Emerald Fennell, dans lequel joue Margot Robbie et Jacob Elordi, qui a fait beaucoup parler de lui là récemment. Et ici, c'est vraiment un flop. Ah bon? Oui. Mais déjà, ça partait très mal avec le blanchissement du personnage de Heathcliff, joué par Jacob Elordi. Et puis tout ce qui tourne autour de une soi-disant interprétation du livre, qui ne serait pas une adaptation pure et dure, et Emerald Fennell reprend ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu durant la lecture du bouquin, et ça donne quelque chose qui vraiment tombe à plat, un manque d'alchimie fou entre les deux acteurs. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Même l'histoire dépeinte comme une histoire tragique est censée nous émouvoir est pas du tout émouvante. Enfin, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait verser une larme devant cette fin tragique, même si effectivement il y aurait de quoi, mais là ici ça tombe à plat complètement. Après voilà, ça reste mon avis, clairement subjectif, mais oui voilà. A priori, je pense que il ne suffit pas de partir de ses propres interprétations pour adapter une œuvre aussi importante que Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. Donc voilà, désolé. Pas de problème. Félicien, t'avais lu le livre, toi? Moi, je l'avais écouté quelque Ah, oui. peu. Et verdict? Enfin, t'avais aimé le livre de base? Ça se voit que c'est un livre du 19e siècle même, du coup, ça se sent quand même fort. Voilà. Mais il paraît que le C'était livre est un un peu peu lourd à particulier. lire quand même, ouais. Maintenant, ça fait vraiment longtemps, c'était il y a 3-4 ans. Donc, Ouais. J'avais maintenant, commencé, mais je l'ai jamais fini. Je sais pas pour quelle raison, parce qu'en soi, j'ai pas de mauvais souvenirs de ce début de lecture. Mais idem, le délire un peu kinky, un peu 50 degrés de la bande-annonce, bande-annonce qui était excellente. Ah oui, la bande-annonce qui m'a donné vendait, envie. ouais. Moi, je me suis dit, ouais, on va avoir un espèce de Ouais, soft c'est- porn entre Jacob Elordi et Margot Robbie, Robbie. autant dire les deux sex symboles actuellement Ouais. d'Hollywood. Je me suis dit, en vrai, même si la réa est un peu pourrie, c'est pas grave, on verra des trucs Mhm. chouettes, quoi. Et puis même cette histoire de com entre Margot Robbie et Jacob Elordi, je comprends pas. Mais Oui, ils ont ça fait va, des c'est interviews ensemble ou pas? romance, Bref, on a ce truc qui tourne où il y a Jacob Elordi qui lui tape sur l'épaule et tout sur les marches d'un festival. Tu vois, vraiment, genre vraiment un hyper. contact. Non, non, c'est ça. mais très. C'est assez bizarre, ouais. Qui aurait quelque chose alors que Margot Ouais, c'est Robbie ça. vient d'avoir un enfant, elle est mariée, il me semble. Mais surtout, ouais, Margot Ouais, Robbie, quoi. ouais. Voilà, Enfin, c'est ça. j'ai rien contre Jacob Elordi qui est magnifique, hein, mais Margot Robbie. Genre, ouais. Et bref. puis, bah, c'est ça. Peut-être que je me trompe du coup, parce que ça fait longtemps, j'ai pas vérifié depuis, mais moi, je me rappelle pas du tout d'un truc hyper axé sur le sexe, etc. Apparemment, le livre a été écrit par une dans le livre, adolescente quand même. maintenant. Hein. C'est à la style de la vingtaine. Et apparemment, c'est plus Ouais. un roman qui a été décrit comme un roman de fantasme
qu'un roman de choses qui arrivent vraiment. En fait, C'est ça, elle a mis ses clairement. fantasmes Ok, ouais, dedans ouais, ouais. et c'est tout ce qui se passe, quoi. C'est tout ce qu'elle aurait voulu Ouais. vivre, tout Mm. ce qu'elle veut vivre. Donc c'est vraiment le livre qui a été construit comme ça. Je dis ça, je n'ai jamais lu le livre, hein. C'est juste des échos que j'ai eu par rapport, vu que j'ai lu pas mal de trucs sur le Mhm. film, du coup. Ouais, ouais, ouais. Film que je n'ai pas été voir malheureusement parce que j'aime beaucoup regarder des navets. Je pense que c'est un peu un. Vous verrez, quand vous allez beaucoup au cinéma, des fois, vous regardez des films, vous dites c'est vraiment mauvais, mais j'ai quand même envie de voir jusqu'à la fin pour voir si c'est vraiment aussi nul que ça. Voilà. C'est un crash Ça test. on C'est un peut, crash on peut test. apprécier le navet dans ce qu'il est de navet. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ici, c'est vraiment non. Et surtout que ça m'aurait énervé de bien aimer. J'aurais bien aimé. Ici, et donc j'allais au cinéma en me disant, mais si ça se trouve, ça va bien se passer parce que la bande-annonce c'était extra, parce que Charlie XCS, parce que finalement Margot Robbie, Jacob Elordi, pourquoi pas, mais non. Vraiment. Ok, bah c'était recommande pas. donc Hurlevent de Emerald Fennell, c'est ça? Oui. Et avec Margot Robbie et Jacob Elordi. On ne vous le conseille pas trop. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. On enchaîne tout aussi furieusement et cette fois-ci avec moi. Et je vais vous parler donc de mon petit film que j'ai été voir tout seul, c'est Scarlett et l'Éternité. Donc c'est un film d'animation japonais, mais produit aussi par Sony. C'est un peu particulier, mais en gros c'est une coproduction donc de Sony et de la Toho. Je ne sais pas si vous connaissez ceux autour de la table, mais la Toho c'est donc le studio de production numéro 1 au Japon. C'est eux qui ont produit tous les films de Kurosawa par exemple, c'est eux qui produisent tous les animés de façon générale en vrai, tous les animés qui sortent après dans les salles et tout ça. C'est la grosse production japonaise. Et donc j'étais un peu curieux de voir ça, pour être honnête, voir une alliance entre Sony qui est à la pointe actuellement de l'animation. Je pense notamment au Spider-Man, donc Across the Spider-Verse, etc., qui était Ouais. magnifique, au Chaboté, qui était aussi très 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 beau. Tout était vraiment beau. Je pense même qu'ils ont fait Goat, dont je vais parler juste après, qui est pas laid. Et donc la Toho avec sa ribambelle d'animateurs japonais. Donc les films d'animation, je pense que c'est au départ c'est le dada de Félicien, clairement. Mais films d'animation japonais, je pense que c'est plus mon truc. Clair. Enfin, Oui, ouais. tu n'es pas médisant en disant ça. Ouais. Film d'animation japonaise, donc je trouve qu'il y a des. En fait, le film esthétiquement est pas laid du tout. Effectivement, on voit donc les influences japonaises, les influences américaines. On voit justement que l'animation est plutôt léchée, notamment dans les scènes d'action. Par contre, l'histoire est cata. Quand je vous dis, en fait, on a les clichés à la fois de l'univers japonais, les clichés de l'univers américain qui sont réunis dans ce film. C'est-à-dire que le personnage principal est une femme, ce qui dans l'animation japonaise est pas si fréquent que ça, de façon générale. Par contre, elle est ultra sexualisée, tout le temps. C'est-à-dire que je sais pas le nombre de plans ou de gros plans qu'il y a sur sa poitrine, c'est un truc hallucinant. Peut-être que vu que je suis gay, c'est pas le genre de truc qui me plaît, mais je vous avoue que là, c'était tellement long. Et tout le film est cette espèce de métaphore de la mort. Donc en gros, pour le résumer très 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 brièvement, c'est une femme au Moyen-Âge qui se fait assassiner. Elle veut se venger de son assassinat. Donc tout le film, ça va être aller dans le royaume des morts. Elle essaie de retrouver la personne donc, qui est morte aussi pour essayer de le retuer. Ça, c'est en gros le plot du film. En parallèle de ça, il y a aussi un jeu avec les temporalités. Et donc on a toute cette métaphore. Donc qu'est-ce que c'est le néant? C'est un grand dragon, etc. Il y a pas mal de trucs. Et donc le film essaye vraiment d'être métaphorique et de raconter pas mal de choses, mais raconte rien du tout. Enfin, j'étais avec donc la salle était quasiment vide. Je me suis dit, c'est bizarre pour un film d'animation japonais, etc. C'est quand même bizarre, mais c'est vrai qu'en fait, on n'est pas sur l'animation japonaise, donc ça ne prend ni les fans de l'animation japonaise, et on n'est pas sur l'animation américaine, donc ça ne prend pas non plus les fans de l'animation japonaise. Donc le film, je pense, est en train de faire un petit flop, et c'est mérité, parce qu'en plus de ça, j'ai pas envie de défendre. Je veux dire, j'ai rien intrinsèquement contre le film. Les scènes d'action sont pas laides, les dessins sont pas laids, ça va, mais il y a rien. Enfin, je veux dire, c'est un peu dommage de voir les Grignoux qui font très peu de projections, on va dire, d'animation japonaise, sortir ça comme unique animation japonaise. Je veux dire, ok, c'est bien de sortir aidez-moi, celui qui a fait Le Garçon et le Héron, celui qui a fait Princesse Mononoke. Miyazaki, effectivement, c'est le mainstream, il est partout, même au Kinépolis. Par contre, ça pourrait être chouette de montrer de l'animation japonaise un peu plus atypique. Et là, franchement, pour moi, c'est encore une grosse sortie, un gros blockbuster comme ça d'animation japonaise qui est vraiment nul. Enfin, voilà. Après, je reviens dessus. Il y a quand même des scènes qui sont pas laides. Je pense notamment, il y a une scène qui revient 2 fois, qui est une scène où elle se fait enfoncer par des mains, donc des mains des morts. Imaginez vraiment les images un peu de personnes qui est tirée sur les enfers. C'est vraiment ces mains un peu nécrosées, tout ça, où elle est tirée et elle doit essayer de pas se faire tirer par le fond. Cette scène est très 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 belle. Mais à l'inverse, on a une scène d'un dragon. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez de quoi je parle, qui représente le néant. Donc le néant est représenté par une entité qui est un dragon qui tue sur commande en gros. Et il tue, on a l'impression qu'il détermine qui est tué et qui n'est pas tué. Il y a comme ça cette force qui arrive, qui tue, ok, on dit au revoir. Et ce dragon est dégueulasse. Mais vraiment, tapez sur internet dragon, Scarlett et l'éternité, vous verrez le truc.
c'est ignoble. Mais vraiment, on a l'impression Je fais qu'on ça arrive tout de sur le suite. début des... Je sais pas si vous avez vu les auditeurs et auditrices, mais Overlord. Au tout début, dans la saison 1, il y a un dragon justement qui est mort. C'est le même dragon, aussi laid. Vraiment, c'est une honte. Je veux dire, ils ont un budget, j'imagine même pas quel budget ils doivent avoir avec Lato et Sony. Et pourtant, le film, à certains moments, est vraiment ignoble. Je sais pas si vous l'avez devant les yeux, les deux. Ouais, si c'est ça, franchement, ça va. Oui, c'est. Ça a l'air beau, ça ne l'est pas. Ça a l'air en animation, vous voyez, c'est vraiment saccadé Ouais. comme mouvement et c'est Ah. ignoble. Regardez le C'est film super peut-être juste dommage. pour Mais ça, oui, la bande-annonce et C'est vrai que la bande-annonce, du coup, je l'avais vue au cinéma. Ouais. Et il y avait un moment qui m'avait un peu perturbé, où tu avais pas de son sur le mouvement, en fait. Je sais plus ce qu'ils faisaient, Ouais, c'est est-ce ça. qu'ils le frappaient ou quoi. Et on avait l'impression qu'ils avaient oublié de mettre une bande sonore qui Mais accompagnait le film a l'air de pas être fini, c'est exactement ça. Sur pas mal de points, on se dit des petits détails de chipoterie, hein, mais le scénario, je pense, tient la route. Je pense que le scénario aurait pu être chouette, mais parasité par tous les tropes classiques. En fait, un trope, c'est donc une facilité scénaristique, on peut appeler ça comme ça, un cliché. Par tous les tropes, en fait, à la fois de l'industrie américaine et japonaise. Et c'est vraiment dommage. Je pense que le fond est pas dégueu, ça aurait pu être un chouette film à montrer avec des gosses et tout ça. Je veux dire, un chouette film que j'aurais aimé voir en tant qu'ado, quoi. Mais le personnage féminin, non, quoi. Et évidemment, ça finit avec une histoire d'amour à 2 balles. Bref. J'ai ma Oui, dose, oui. je pense, c'est plus ça. Mais voilà, c'était donc Sky était éternité de Mamoru Oshii. Et les voix japonaises, donc je ne les ai pas malheureusement, mais n'hésitez pas à aller le voir du coup, vous me direz ce que vous en pensez. Oui, oui, oui. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Tout aussi furieusement, oui c'est déjà le 3e, Félicien va nous parler donc des Enfants de la Résistance. On t'écoute. Et oui, donc Les Enfants de la Résistance, un film qui vient de sortir, hein, qui est français, même franco-français, on pourrait le dire, de Christophe Baratier, donc, avec notamment Artus, Lucas Hector, Nina Philbrandt Spaloni et Octave Gerby, je les cite parce que c'est vraiment les 3 personnages principaux du film. Et donc, film qui est inspiré de la BD au titre homonyme, hein, donc Les Enfants de la Résistance de Vincent Dugommier et Benoît Hers. Donc voilà, moi j'allais voir ce film pas avec un énorme enthousiasme, si ce n'est que du coup j'avais lu les BD étant petit et je regardais un bon souvenir, donc je me disais pourquoi pas Pas déconner, ouais. découvrir ça, quoi. Maintenant, dès les premières images, la première chose qui m'a dérangé, c'est le passage BD, donc dessin à de la prise de vue réelle. Voilà, C'est ça vrai, c'est c'est très personnel, vraiment- mais moi c'est un truc qui me dérange. C'est pas par rapport à ce film-là, mais Je en réfléchis, général, Marsupilami, je prends pas le ouais, nouveau, c'est- l'ancien, c'était la même chose alors Oui, c'est ça. Même Astérix, etc. À chaque Du fois, Cobu. j'ai. Astérix et ouais, Mission ou du Cléopâtre Cobu. aussi. Tu le mets Et aussi il dans un faut- problème. Non, je le mets dans ce problème-là, en Ok, tout cas. ouais. Et après, tu peux accrocher dans le film, etc. Mais les premières images où tu vois des personnages que tu as toujours vus en dessin, Ouais, je vois. et que du coup, tu as imaginé, Ouais, que je tu as vois ce que tu vraiment veux dans dire. ta tête en dessin, les voir réellement avec un visage humain dessus. Qui plus est connu en plus, mettre Artus Qui comme plus est, visage. ouais, c'est ça. Ouais. Après, Artus joue du coup un personnage, donc le père d'un des enfants du film. Donc, il joue pas. Je me rappelais même plus à quoi ressemblait le père dans, Ok. dans la BD. Ouais. Voilà. Donc, sinon, oui, on va pas se mentir, c'est quand même un peu un nanar français. C'est vrai Oui, 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 il y a quand même un petit côté nanar, hein, avec un jeu qui est pas toujours folichon. Mais Artus a quand même été surprenant. je sais pas si- Artus Ouais. joue bien, c'est pas Ouais, lui le c'est- problème. Il n'y a pas de problème à part entière, mais c'est vrai que voilà, le jeu est pas toujours hyper réussi, sans jugement aucun, étant donné que je n'aimerais pas non plus être à leur place. Mais voilà, une fois qu'on est dedans, on se prend à l'histoire, la fin est fort émouvante. Enfin, on va revenir sur la fin juste après, parce que effectivement, cette fin, c'est une fin à la Dune A, c'est-à-dire que c'est une fin extrêmement ouverte. J'ai parce que rien du contre coup- Dune 1 et toute critique de Dune 1 sera sanctionnée. J'annonce, Merde. j'ai le pouvoir de vous mute, que ce soit Ouais, clair, ouais, les gars. ouais. Et je ne critique encore une fois pas d'une A, mais effectivement, oui, donc on s'arrête. Donc ils ont décidé d'adapter, je pense, les 2 premières BD. Ok. Et donc, vu qu'on va pas se mentir, ça se passe du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'arrête en 1942. Et on sent que, même sans avoir lu la BD avant, c'est pas fini en fait. Donc, c'est vraiment un film qui mérite une suite. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y aura vraiment une suite? Parce que, Dune, ok, tu réalises Dune 1, tu te dis évidemment, il y a le budget derrière, il y a Il y a le box-office aussi, il y a le ouais. box-office, etc. Donc, effectivement, il y aura facilement un Dune 2. Je pense que la question se posait pas quand tu regardais le Dune 1. Là, oui, est-ce qu'il y aura véritablement un 2e film pour traiter de ça? Ils n'auront pas besoin d'Artus, mais voilà, sans vouloir spoiler. Sinon,
Oui, voilà, peut-être un peu trop franco-centré, hein. Je commençais la critique en disant franco-français, puisque bah, effectivement, on parle du coup d'un village français, et donc un point de vue de la guerre qui est très français. Maintenant, est-ce que c'est problématique? Je pense pas, puisque ça reste une bonne introduction à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant, voilà, hein, on a chaque personnage, on en parlait un petit peu avec Olivia, il y a vraiment une simplification, et chaque personnage a un rôle vraiment très cliché de cette époque-là, avec le collabo, celui qui va faire du marché noir, le résistant, celui qui ne fait rien, etc. Donc ça se répète fort en fonction de chaque film qui peut être sur ce sujet-là et qui en plus est à destination d'un jeune public. Et sinon, voilà, moi, ça m'a donné envie de revoir une série d'animation sortie en 2015 qui s'appelle Les Grandes Vacances, qui traite finalement à peu près du même sujet, Ok. mais qui pour moi le traite un peu plus finement, c'est plus agréable, et puis on n'a pas cette impression de pas finir en fait à la fin, parce que bah, du coup c'est une série de 10 épisodes qui... Tu penses que ça aurait été bien intéressant de l'adapter en série, Les Enfants de la Résistance? ça aurait peut-être été plus intéressant, oui, d'avoir toute l'histoire en fait, parce que faire un film avec tous les albums, je sais pas combien il y en a, je pense 5, c'est peut-être un peu trop lourd, parce que le film dure quand même, si je me trompe pas, 2 bonnes heures. Ah ouais, quand même. Donc un film de 4 heures, non merci. Mais oui, une série, bah là, du coup, en tout cas, avec la série d'animation Les Grandes Vacances, c'est vraiment la même histoire. Encore, on suit des enfants pendant cette période-là, dans un, Ok, ouais. dans un petit village français. Donc voilà, le récit n'est pas le même, mais le thème est le même. Donc, et là, oui, en série, ça fonctionne bien. Série d'animation qui plus est, les dessins sont magnifiques. Donc voilà, moi je conseille pas forcément Les Enfants de la Résistance, je conseille Les Grandes Vacances. Dernière petite chose, parfois ça fait un peu trop court d'histoire, hein. J'étais arrivé dans le film du coup, dans la salle en sachant effectivement, voilà, bonne introduction à l'histoire, on voyait ça dans les critiques, Ouais. je pense, des Green News, etc. C'est vrai, mais parfois pas. C'est un peu trop. À force d'expliquer. Oui, c'est ça, c'est un peu lourd. On a l'impression, enfin, voilà, que c'est fait pour être un cours d'histoire à certains moments. Peut-être c'est moins agréable, quoi. Donc voilà, les grandes vacances. Allez voir Les Grandes Vacances, c'est ça que tu veux dire. Allez voir les grandes vacances et au possible les enfants de la résistance quand même. C'est quand même voilà, Artus joue vraiment bien dans le film. Il est très attachant. Ouais. Et je vois ici, juste pour le fun fact, il fait quand même 729 000 entrées, en sachant Ok. que, en France, hein, en Ok, sachant ok. qu'à 1 million d'entrées, on Wow. considère que le film est un bon film. C'est ça que je Ouais, veux dire. ouais, Quand ça ouais, dépasse le million d'entrées en effectivement. France, c'est un bon marqueur pour voir si un film fonctionne. Donc, il y a peut-être un moment Encore où la tu auras suite. ta suite. À quand la que tu suite? vas voir Je l'attends tout de pied seul. ferme. Ouais, Oui, oui. ouais. Mais oui. Mais oui, non. Et puis bon, bah voilà, ouais, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Les gens rigolaient globalement. C'est ce qu'on reprochait un peu à Olivia, c'est que les gens ne rigolaient pas. Ouais. Là, c'est vrai qu'à certains moments, tu avais à la fois les parents qui venaient avec leurs enfants qui rigolaient, et même leurs enfants. C'est pas un mauvais film, franchement. On s'amuse bien à le regarder. Voilà, Les Enfants de la Résistance. Ouais, donc Christophe Baratier. Vas-y, Ouais. vas-y. Donc, de Christophe Baratier, pardon, et avec Gérard Jugnot et Artus. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. On ne s'arrête plus avec le Fast and Furious parce que comme la licence, on va en faire 10. Enfin, non, on va dire 5, c'est déjà pas mal. On est donc au 4e et c'est moi qui enchaîne avec GOAT. Donc c'est un film de Tairi Dillaway avec Caleb McLaughlin. Je sais pas comment on prononce. Donc c'est l'acteur qui joue dans Stranger Things. au Oui, cas je où. pense que ça. Oui. Gabriel Union, Stephen Curry et Nicolas Couglan. J'ai bien dit Stephen Curry. Pour résumer brièvement, donc le petit Stephen Goat Curry décide que quand on veut, on peut. Et lui, il veut vraiment. Dans une animation, donc on suit Will, un petit bouc, qui va être opéré donc, par une équipe de basket qui s'appelle le War Basket, un truc du style, pour l'intégrer. Et donc l'équipe est sur le point d'arrêter parce qu'ils sont trop mauvais. Et donc lui, c'est un peu le dernier espoir, il vient essayer de les aider. Mais problème, il a été recruté alors qu'il est trop petit de base pour jouer là-dedans. Et donc on va voir s'il arrive à s'en sortir. Personne n'est pour que ce soit lui. Voilà, vous connaissez ce genre d'histoire. Voilà, si vous avez vu Ted Lasso est bien mieux. Mais c'est la même idée, quoi. Comme vous l'entendez à la son de ma voix, je suis vraiment déçu en fait par le film parce que ça c'est censé être la grosse sortie du moment en animation. Donc on est au moment du festival Anima, donc des Green New, et il y a plein de films d'animation et je pense que c'est celui-là sur lequel ils misaient le plus. Je pense, en tout cas on a été marketé. Moi j'ai vu des bandes annonces tout le temps sur GOAT et c'est un film Sony. Donc j'en ai parlé juste avant, mais Sony actuellement c'est une des meilleures boîtes de production. Cette fois-ci ils sont tout seuls à la manœuvre. Donc je me suis dit Sony,
valeur sûre en vrai. Je veux dire, tous leurs films d'animation pour l'instant, ils étaient au moins regardables. Moi, j'ai un problème en fait avec, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans les films, des fois, dans les films d'animation, ils mettent moins d'images secondes que ce qu'il faut. Oui. Au cas où, images secondes, c'est dans du podcast, mais petit récap pour savoir ce que c'est. Dans un film traditionnel, on fait 24 images par seconde, ce qui donne un effet de fluidité. Vous pouvez voir ça sur Internet, etc. Mais en gros, quand vous cumulez 24 images en une seconde, vous avez l'impression que le mouvement est continu et qu'en fait, il n'y a pas d'image. Eh ben, des fois, dans certains films, ils font un peu moins d'images, ce qui fait qu'on a une impression de décalage et que c'est un peu, je sais pas comment expliquer, vous voyez ce que je veux dire, hein, Oui, très bien. un peu décomposé, Oui, quoi. saccadé. Ouais, saccadé. Et dans le film, c'est le cas. Donc ça donne un grain particulier, un effet. Et moi, j'avoue que je suis pas fan de l'effet. Je sais pas ce que vous en pensez de Bah, base. justement, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus chez Goat. Et ben moi, d'habitude, en fait, au départ, je ne le vois pas. Et après, enfin, au départ, je le vois et après, je le vois plus. Au fur et à mesure du film, en fait, on rentre dans l'immersion et donc en Tu fait, on le voit plus du t'habitues, tout et donc on ouais. s'habitue et ça va. Est-ce qu'on a un peu la même idée dans Bad Guys? Oui, mais Bad Guys, c'est réussi. C'est vraiment ça. Bad Ouais, Guys, en fait, d'accord, le truc, ouais. c'est qu'au bout d'un moment, l'action est tellement prenante, c'est tellement dynamique, qu'en fait, on voit plus du tout ce truc-là et ce ton qui est un peu décalé, justement, où en fait, l'action est très rapide et en fait, on a une image seconde qui est un peu décalée, donc il y a un jeu par rapport à ça qui est pas mal. Franchement, qui est pas mal dans Bad Guys. Le 1 était vraiment bien. Enfin, moi, j'avais apprécié. Non, c'était. Ouais, Et le 2 était chouette, en vrai. Ouais, clairement. Par contre, là, il y a vraiment, je trouve, un problème parce que l'action est jamais. Enfin, on attend, comme dans tous les films de sport, le moment de match. Le moment de match, c'est le moment central. Il va y avoir des enjeux, il va y avoir un duel entre deux équipes, etc. Ça va être collé au score, etc. Et en fait, les moments de match, je pense que ça fait 15 minutes à tout casser dans le film. 15-20 minutes max. Ah. Ouais. Donc, en fait, ils nous teasent. Tous les moments entre servent à rien. Après, c'est normal, on est dans un film d'animation comme ça, un film gros américain, donc on attend les moments d'action, c'est ça qui compte. Je veux dire, c'est pas grave, Bad Guys, on attend les cambriolages, il y en a plein, donc c'est très bien. Et là, en fait, le problème, c'est que même les scènes d'action donc de basket, il n'y a aucune idée. Quand je dis il n'y a aucune idée de mise en scène, ok, on suit la balle, mais on suit la balle comme on suivrait la balle de Challenger de Guadagnino. En fait, on suit la balle de tennis. Autant pour un film live action, c'est impressionnant, autant pour un film d'animation, ça l'est un peu moins, j'avoue. Et là, il y a vraiment eu ce truc de me dire, en fait, il a aucune idée, le type qui a fait ça. Ils se sont dit, en fait, on a le studio qui est derrière, donc l'animation est pas dégueu, effectivement. Les scènes d'action, donc, je sais pas si vous voyez, la particularité de Sony, c'est de mettre, quand il y a du mouvement, des espèces de petits traits à la comics autour des mouvements pour essayer de renforcer cet effet comics et renforcer les effets de mouvement, ce qui fait que c'est très dynamique. Là, donc, effectivement, il y a toujours ces petits effets, mais ça fonctionne pas du tout. Enfin, vraiment, ça ne fonctionne pas. Et le pire du pire du pire, c'est que j'ai l'impression que le film n'est pas fini. Il y a une scène finale, je vais pas la spoiler du tout, mais il y a une scène finale où en fait ils vont être face à un public et le public est animé en carton-pâte. Quand je dis en carton-pâte, on a l'impression qu'ils ont mis les polygones de base de l'animation et qu'on voit le truc qui bouge tout seul de haut en bas et qui sautille comme un. Concentrez-vous à la fin, vraiment. Si vous regardez les films et que vous l'avez vu, concentrez-vous sur la fin et vraiment regardez les bonhommes qui bougent. Et là, vous vous direz, mais qu'est-ce que je regarde? C'est une honte d'avoir un tel budget pour un film et d'avoir ça. Je vous jure, c'était ceux qui ont encore une fois une référence d'animé, Blue Lock. À un moment donné, quand on a des scènes de haut, donc en plan large, donc c'est-à-dire un plan où on voit tout le match, on a ces espèces de bonhommes qui bougent comme ça et qui sont hyper mal animés. Donc pour moi, c'est un gros problème et surtout une grosse déception. En plus de ça, donc c'est un film qui est produit par Stephen Curry. Stephen Curry, donc pour Félicien, j'imagine que tu sais qui c'est, Stephen Curry. Non, j'étais en train de penser au gars de Queen. Le joueur de basket. Oui, Eva. Et pourquoi il est connu du joueur de basket? Ah Attention, oui, c'est le d'accord, moment ouais, quiz. ok. Bah, il est très doué. Ouais. En fait, la particularité de fort. Stephen Curry, c'est que c'est l'histoire de GOAT. En fait, c'est un petit parmi tous les grands. Et sa particularité, c'est qu'il s'est marqué, il marque des 3 points tout le temps, en gros. C'est le marqueur fou, on va appeler ça comme ça. Donc l'histoire est vraiment produite par Stephen Curry pour montrer que c'est Stephen Curry, quoi. Et ça se voit un peu trop. C'est-à-dire que toute l'histoire va se baser sur une histoire avec sa mère qui est partie et donc qui lui en fait, il veut vraiment percer dans le sport parce que sa mère lui a demandé. Donc on a des histoires en mode ouais, mais il n'est pas accepté par les autres, mais il doit devoir se prouver aux autres, il doit devoir rallier les autres à sa cause, etc. En fait, l'histoire, on s'en fout. À part si vous êtes un gros fan de Stephen Curry, là, je pense que l'histoire a peut-être un sens pour vous. Mais moi qui connais juste Stephen Curry parce que j'ai vu 2-3 matchs de basket et c'est quand même une figure connue. Désolé, Félicien. Oui, non. Je l'avoue. Mais donc il faudrait connaître la figure de Stephen Curry Peut-être. pour Je me dis, apprécier mieux. moi, en tout cas, j'ai pas apprécié le film. Et je me dis peut-être que si j'avais vu, peut-être que c'est un film biopic, c'est ça que je me suis dit aussi, mais le film n'est pas marketé comme ça du tout. On est sur un film de Warball, là où c'est pas du basket, c'est un autre truc. On n'est pas sur de la NBA, mais je comprends pas bien en fait l'intérêt du film. Je trouve qu'en fait, il est soit trop intimiste, soit pas assez. Ce qui fait que le film, en fait, passe sur nous et on oublie tout. Enfin, moi, du film, je me souviens d'une seule scène, qui est la scène finale, justement, avec ces polygones dégueulasses. C'est tout. Et j'étais avec des enfants, encore une fois, dans la salle.
Et en sortant du film, donc j'écoutais, je me suis dit, je vais rester dans la salle juste pour écouter ce que les enfants disent. Donc j'attends la fin du générique et j'entends que les parents, comme tout bon parent, demandent Eh quoi, t'as aimé le film, mon grand Conclusion, les gosses se disent Ah ouais, c'était génial, etc. Et ils posent la question Ah bah qu'est-ce que t'as aimé, etc. Ah ouais, le personnage principal. Et effectivement, à part le personnage principal, aucun autre personnage n'est développé. Il y a une tentative de développement de personnage donc, qui joue le jaguar. Ouais. C'est un jaguar, je pense, je sais pas trop ce que c'est comme animal. Ou Je une pense ou une panthère. panthère, ouais, c'est ça. Qui est là, qui est un peu développé, mais encore une fois, inutile. Je veux dire, c'est Stephen Curry qui est au cœur, le personnage de Stephen Curry qui est au cœur, et voilà, on est content. D'ailleurs, le personnage qui n'est même pas doublé par Stephen Curry double la girafe. Au cas où, c'est un fun fact, mais voilà. Donc il y a même ça va pas, mais Aléatoire. aléatoire. Donc, je m'arrête ici. Je pense que j'ai assez parlé de lui. C'était donc Goat de Tairi Dillaway, c'est son premier film au cas où, avec Caleb McLaughlin, Laughing. j'aime bien. I don't know. Gabriel Union, Stephen Curry et donc Nicolas Couglan. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Voilà, promis, c'est le dernier. Après, vous entendez tous les trois pour vous parler du dernier film. Vous vous doutez certainement c'est lequel, mais avant ça, c'est au tour d'Eva pour le dernier Rapide et Furieux et qui va nous parler donc de Mastermind. Oui, mais donc Mastermind, qui est un film de Kelly Reichardt avec Josh O'Connor et Alana Haim. Et ici, on est vraiment très. Non, mais franchement, Marco, il était bien. On est loin de ce que j'ai vu chez Hurlevent. J'avais très peur parce que j'ai été le voir le même jour où j'étais voir Renoir. Et donc, j'étais un peu effrayée d'avoir le temps long ici aussi parce que j'avais bien compris que. J'ai pas vu d'autres films de Kelly Reichardt, mais j'ai bien compris de ce qu'on m'en avait dit que c'est un cinéma. Moi, j'avais Force Co, du coup, et Wendy et Lucien. Ouais. Mais donc, on m'avait dit que c'était un cinéma où c'était possible d'avoir un peu le temps long, le rythme était un peu plus étiré. Et donc, j'avais un peu peur, surtout que c'était en fin de journée, j'étais un peu fatiguée, mais en fait, pas du tout. Franchement, à la moitié de la séance, une dame a regardé son téléphone à côté de moi et je me dis, franchement, si là maintenant le film il dure encore 2 heures, ça me va. Ah oui. Ah oui. Donc en fait, effectivement, le rythme est très étiré et ça fait un truc beaucoup plus lent qu'un film d'action normal. Et il y a plein de scènes qu'un Pourtant, film la d'action. bande-annonce, c'est vraiment en mode. La bande-annonce fait très film de hommes, je trouve. Oui, les Mais- films très rapides, très dynamiques. Eh En ben, fait, c'est un braquage de justement- banque, etc. Justement non, c'est tout l'inverse. Ok. Et alors, je sais pas si c'est fait exprès, parce que je m'étais posé la question aussi, je sais pas si c'est fait exprès que la bande-annonce soit aussi éloignée de ce qu'est l'expérience du film en réalité, mais effectivement, le rythme casse complètement ce truc de film d'action, enfin prétendu film d'action, où il y a plein de scènes qui, dans un film d'action, auraient été réglées en quelques plans super courts. Par exemple, quand il récupère les tableaux et qu'il va les déposer dans une espèce de grange. Et en fait, tu le vois monter, descendre d'une échelle pendant super longtemps. Et franchement, Ça donne envie. eh ben, je te jure que je peux regarder Josh O'Connor monter et descendre une échelle pendant 1 heure, ça me Je dérangera pense pas. que c'est là qu'est mon problème avec le film. Et Mais mon non. problème principal, c'est Josh O'Connor. Eh ben, il est fantastique. Vraiment, il il joue est. pas encore un Josh O'Connor comme tous les autres Josh O'Connor. Si, un peu. Vous voyez pas, mais elle a fait un grand sourire en mode Ah merde. Mais moi, je suis friande, donc et j'assume complètement cette position-là. Mais d'ailleurs, Ce j'ai sera pas très plus très hâte de le constructif. retrouver dans History of Sound la semaine prochaine. Ah oui, Mais avec, avec son Paul rôle. Mescal. Il paraît que c'est une catastrophe. Je me réjouis d'aller voir, Ah donc non, on vous en bah, parlera. Faut pas mais, me dire ça parce que vraiment, Je l'attends beaucoup ouais. aussi, mais apparemment les critiques sont pas dithyrambiques. Bref, Ah, continue. mince. Mais donc, Mastermind, franchement, une masterclass. Oh non, elle a dit ça, oui, elle l'a dit. Mais donc, oui, en fait, le rythme casse complètement le film d'action, de braquage classique, et c'est super intéressant, c'est très doux, et le jeu de Josh O'Connor participe de ce truc-là, de cette ambiance très feutrée, parce que lui, je veux dire, il décide du jour au lendemain de s'inventer braqueur de musée, rustleur d'œuvres d'art, et il le fait un peu de manière très nonchalante, très, très calme, bah voilà, je vais faire ça, toi tu fais ça, et on y va, et puis bah voilà, il va falloir que je parte parce que les flics sont à mes trousses, et c'est ok. Et en fait, et alors ça c'est pas... je suis très d'accord a posteriori, mais je l'ai pas peut-être pas remarqué pendant la projection. C'est les Grignoux qui en parlaient, ce rythme-là qui est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus lent, et qui met moins l'accent sur « Oh tiens, l'action, blablabla pour justement... Parce que j'ai pas expliqué qu'en fait le film se passe diégétiquement dans les années 70, et qu'en fait donc ce rythme plus éthéré nous permettrait de faire plus attention aux petits détails, aux petites choses qui constituent le contexte dans lequel le film Ça passe là. prend sa base. C'est celui des années 70, des révoltes militantes, étudiantes,
contre la guerre du Vietnam, Post 68. Ouais. post-mai 68. Et effectivement, la scène de fin est très parlante par rapport à ça. Je ne vais pas en parler. Non, Parce que, non, bon. parce que du coup, il va falloir qu'on aille Ouais. le voir, Félicien, maintenant. Mais Exactement. carrément. Ouais, oui. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie de parler de la bande-son. Parce qu'en fait, toute l'aventure, si je peux appeler ça comme ça, du personnage de Josh O'Connor, qui s'appelle Mooney dans le film. Et en fait, c'est rythmé sur du jazz super, qui en fait rajoute à cette ambiance un peu feutrée, très calme et Donc en un gros, peu si vous aimez lunaire. le jazz, les films particulièrement lents et Josh O'Connor, c'est votre truc. Mais franchement, il est pas ressenti comme lent. Enfin, Ok, ça va. effectivement, tu sens cette ambiance plus feutrée, plus calme, le rythme plus étiré, mais c'est pas quelque chose qui c'est pas comme Renoir, rien à voir avec Renoir Ok, par oui. exemple. Ok, bah, allons donc voir Donc, ça. oui. Donc c'était Mastermind donc de Kate Richards avec Josh O'Connor et Alana Haim, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Voilà, pour nos Fast and Furious, d'ailleurs, vous mettez combien en Fast and Furious les gars? Vous en avez vu combien sur 10? 2. Je pense. Et- Tokyo Serait-ce moi machin et, le fanzous de... Ouais, bah, Ah oui, oui, oui. Et de je loin. te les laisse. J'ai vu les 10. Oui, oui, oui. Attendez. Parce que moi, je ne suis pas un élitiste dans un tour d'ivoire qui ne Non, regarde que mais les films d'auteur. Moi, c'est je regarde ok. aussi des films originaux. Voilà. Non, en vrai, je pense que Fast and Furious, c'est un peu pour prendre le pouls de la société et voir où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, les choses vont mal. Et les voitures roulent vite. Voilà. On enchaîne donc avec ce pouls de la société. On va dire que c'est un pouls rapide avec Marty Suprême, donc de Josh Safdie. I have a purpose. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. Do you have a job? No. Backhand! Backhand! Forehand! How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Maybe it should. Donc, le dernier film du jour, c'est certainement le plus attendu. C'est bien évidemment L'ours et l'oiseau. Ah non, pardon. Marty Suprême. Donc, c'est un film donc, de Josh Safdie avec comme acteur principal, donc évidemment, Timothée Chalamet et Timothée Chalamet. 50 nuances de Timothée Chalamet. Ouais. Non, on peut citer aussi quand même deux autres actrices quand même notables. Je pense notamment à Gwyneth Paltrow, Odessa Azion et Kevin O'Leary. Je sais pas comment on se prononce. O'Leary. Aucune idée. On le tente. Donc ce film nous a pas divisé, on est plus ou moins d'accord, mais à des degrés différents. La personne qui a moins aimé le film, je pense que c'est toi, Eva. Oui. Et vas-y, commençons par l'attaque. Alors, par où commencer, franchement? Un tour d'étape pour commencer, un aspect chacun. C'est un gros film, on va prendre le temps, je pense. On est trois à l'avoir vu sur celui-là. Donc on va prendre le temps. Mais c'est peut-être celui qui a le moins attrait au film, et plutôt à Timothée. Pardon? Mais quoi? À Timothée? Oui, bien sûr. En fait, alors peut-être que je vais répandre une fake news. Je n'en sais rien. Mais... Tu parles à un fan, Zouz. Ok, de fake bah news. tu me diras. De tu me fake diras. news. Mais il me semble que Timothée Chalamet aurait utilisé avant le tournage des lentilles qui ne sont pas à sa vue. Oui. Pour se niquer les yeux. C'est pas des et pouvoir lentilles, mettre les lunettes de Marty. Donc vous voyez, ce sont des lunettes avec une vraie correction que Timothée n'a pas. Donc Timothée n'a pas de problème de lunettes. Mhm. Et ça, c'est encore, mais ça ramène au. J'ai une super interview de Kristen Stewart qui parle de ça, la method acting, qui moi m'énerve un peu, dans le sens où. Explique ce que c'est en deux mots, en fait, c'est la méthode acting en vrai. Peut-être que nos chers auditeurs et auditrices. Si ça se trouve, je vais raconter encore une fois n'importe quoi, mais pour moi, c'est le fait de vouloir se mettre à tel point dans la peau d'un personnage qu'on en vient à grappiller et à franchir des limites de notre propre personne. Et je pense s'immerger dans la peau, en fait, aussi ça. C'est l'exemple archétypal de ça, c'est Taxi Driver avec Robert De Niro, qui, pour jouer son rôle, a conduit des taxis dans New York le soir pendant, je pense, 2-3 mois. Mais ça encore, c'est ok.
Genre, je C'est pense ok. qu'il n'y a pas de Il fait bien sa vie, souci et Bobo. il fait ce qu'il veut. Si il veut conduire des taxis Vas-y, dans les rues de Robert. New York, il n'y a pas de souci. Mais ici, moi, ce qui m'embête, c'est quand il y a vraiment quelque chose qui physiquement vient heurter l'acteur. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu dans le sens où ils ont tellement de problèmes à se mettre dans la peau d'un autre qui doivent eux se faire du mal physiquement, quoi. Je trouve que c'est complètement dingue. Et j'avais en fait en filigrane tout le truc, parce que du coup c'est ça qui a fait que ma lecture a été très médisante tout au long du truc, mais j'avais en filigrane tout au long du film ce truc là de il a fait ça pour faire ça, et je Il y a trouve ça pas. dingue. Faut savoir que le rôle, donc je prends Timothée parce que je suis pas un fan de Timothée Chalamet, mais un peu quand même. Actuellement, je pense qu'en fait, dans les acteurs de 30 ans, il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville, dans les mecs Ah que non, je mais ça, parle. pour ça je suis bien d'accord, hein. Et donc, son rôle-là, c'est un rôle qui travaille depuis, je pense, 2020, 2018, Oui, 2020, je sais plus, c'est un nombre pair, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il travaille donc son revers, etc. On voyait des premières affiches déjà de Timothée Chalamet il y a 3 ans, je pense, Il me où on le voyait semble. en train de s'entraîner pour le rôle et tout ça. Et c'est un rôle dans lequel il est aussi producteur du film. Et donc, on voit qu'il veut sa statuette. Là, c'est clairement son rôle pour la statuette. Il aura, je pense, l'Oscar. C'est après, j'ai Très vu certainement. avec les BAFTA qui sont sortis hier. On enregistre le mardi au cas où. Les BAFTA qui sont sortis donc dimanche soir, j'ai vu que c'était pas lui qui avait gagné. Je pense qu'il doit avoir le seum. Mais bon, on verra. Et je pense qu'en fait, il s'est impliqué à 200% pour le rôle. Et Et c'est pas en quitte soi à faire c'est pas une le mauvaise détail à chose, ce mais truc-là, et je pense pas qu'on peut vraiment le reprocher à l'acteur parce que si tu l'avais pas lu, tu l'aurais pas vu, je pense. Tu vois. ouais, bah probablement, oui, je suis bien d'accord. Mais ça s'est resté quand même. Et puis, en fait, je pense que vraiment le personnage de Marty, ça fait un mur. Ouais, j'entends. Incapable de pouvoir suivre le film en essayant d'apprécier la chose. Félicien, toi, Marty, tu te situes où? En fait, le film en lui-même est pas. Voilà, on s'amuse bien devant. Le montage est ultra dynamique. Ça, je pense que ça met tout le monde d'accord. Moi, il m'a fait penser un peu à Tetris, le film de. je Ah ne sais plus qui. oui. Mais en Waouh, je certains vais points, vérifier. je trouvais que. Et parfois, moi, en fait, un montage aussi dynamique, aussi rapide, où il se passe tout le temps 1000 trucs, que t'as pas une seconde de silence, une seconde de blanc où c'est plus calme, etc. Bah, je trouve que c'est presque trop éprouvant. Peut-être c'est moi qui suis un peu trop faible pour ce genre de film, mais voilà. Donc ça déjà, voilà, c'est un peu J'entends. épuisant. C'est vrai que les films des Safdie de façon générale, donc c'est Ouais, c'est difficile de ça, pas parler ouais, de. évidemment. Donc c'est juste Safdie, au cas où il avait un frère qui s'appelle Ben Safdie. Ils ont fait donc quand même 3-4 films ensemble, qui sont des films qui sont reconnus par la critique et qui ont été acclamés. Je pense que Uncut James a gagné 2-3 trucs, hein. Donc Oui. notamment Uncut James et Good Time qui sont leurs deux majors. J'ai vu juste Uncut James, j'avoue. Good Time, je l'ai téléchargé. Je regarderai bientôt, j'avoue. Mais oui, par contre, déjà dans Uncut James, je sais pas si tu l'as vu, Non, mais en fait, le malheureusement. montage est suffocant. Et je sais Ouais. pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même chose dans Marty Suprême, il y a ce truc de, en fait, on n'en peut plus à la fin. Enfin, on en peut vraiment plus. Mais vas-y, Félicien. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et sinon, oui, bah voilà, c'est un film très grandiose qui veut montrer qu'il est grandiose. Il y a un petit côté, voilà, qui veut se montrer stylé en fait. Je sais pas si ça s'explique stylé, comme c'est ça, pas mais mal, on va dire. il veut ça. se montrer stylé, il veut mettre son personnage, et enfin, je pense qu'on en reparlera un peu. Je trouve que c'est un peu problématique à certains égards, mais il veut montrer que ce personnage-là, il est stylé. Du coup, le personnage de Marty, hein. Ouais. Les musiques, elles en sont aussi pour beaucoup. Voilà, les musiques sont intéressantes aussi. Je trouvais que c'était un peu bizarre le décalage entre années 50 et années 80. On sait pas trop où situer, mais c'est pas problématique, c'est pas un truc qui m'a dérangé. Sinon, que dire d'autre? Moi, il y a une séquence qui m'a marqué. Je sais pas si j'en parle. On va peut-être attendre une deuxième Ouais, un deuxième tour. On va se concentrer sur le personnage de Marty pour un premier. Ok. Et puis bah, juste un petit point positif pour finir. Un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est les séquences de tennis, enfin de ping-pong du coup. Ouais. Ces séquences-là, surtout la séquence du coup face aux Japonais. Ouais. Laquelle, la première ou vraiment, la deuxième? La deuxième, Ok, ouais. vraiment le match du film était bien traité, je trouve, bien filmé, et on était vraiment pris dedans. Et je pense que en général, toute la salle dans laquelle je me trouvais, Ouais, tout le monde mais- était pris dedans. Il n'y a plus de souffle, on a le souffle coupé. Enfin, ça, j'aimais bien. Donc voilà. À mon tour, je vais quand même faire un petit. On n'a pas fait, c'est vrai, pour l'instant, le résumé. Je le fais rapidement, mais je pense que on en a tellement parlé, il a tellement été marketé celui-ci que vous en avez au moins entendu parler, vous voyez de quoi ça parle. Donc Timothée Chalamet, alias Marty Suprême, est un joueur de tennis de table aussi doué qu'ambitieux. Marty tente de résister à une nouvelle intrigue des Safdie, et autant dire qu'entre problème d'argent, polichinelle dans le tiroir et sacro-saint capitalisme, tout peut arriver. Donc oui, c'est un film, je pense que c'est le film le plus cher donc, du studio A24.
A24, donc qui est le studio de notamment, aidez-moi, A24. Ils ont fait par exemple Everything Everywhere at Once, ils ont fait Midsommar, ils ont fait Midsommar, Hérédité, oui. Ouais, American Honey. American Honey, ils ont fait pas mal de films. Récemment, Ouais, on en a eu clairement. un autre. Ils ont fait Cuire. Oui, Ils bah ont oui, fait c'est ça. cuire. Ils ont fait cuire. Donc autant dire que c'est un chouette studio. Mais ouais. On va faire une petite pause. On reprend juste après cette petite pause. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Donc mon avis sur Timothée, je déteste le personnage de Marty, pour être honnête, et je ne crois pas en ce personnage. Je pense que la scène, vous voyez, du téléphone, quand il téléphone à Gwyneth Paltrow, Oui. et qu'il la séduit en 5 minutes montre en Ouais, main alors c'est qu'elle est dingue. géniale Ouais, et ouais. lui pas. Je ne vois pas du tout la séquence, hein, c'est carrément dans la bande-annonce. Cette scène-là, je n'y crois pas. Je n'y crois Non, pas. ouais, c'est ça. Je crois pas qu'un ado boutonneux qui fait du tennis de table, qui a un mono sourcil, Ouais, ouais. Effectivement. puisse arriver à la séduire uniquement par sa douce voix. Même s'il a une très belle voix, Timothée, hein, mais Oui, non. je Mais crois pas du tout. ouais, et puis ça revient presque au ridicule à chaque fois. Cette séquence-là me fait penser aussi à une autre séquence que je spoil pas parce que je pense qu'elle est dans la bande-annonce où justement il vient de coucher avec elle. Ouais. Et en fait, il parle, elle lui dit ah ouais, comment tu vas y arriver, tu travailles, etc. Et en fait, le film, je n'arrivais pas à savoir est-ce que le film se positionne, il est ridicule parce que pour moi, je le trouvais vraiment ridicule, vraiment l'adolescent qui croit en ses rêves mais de manière beaucoup trop forte et qui en devient du coup ridicule. Et enfin, oui, je sais pas, on n'y croit pas trop. Je suis d'accord 100%. En plus de ça, en fait, c'est un personnage aussi savdien par excellence. Je sais pas si je prends du coup, moi j'ai vu quand même Uncut James, et c'est vrai que je vois quand même pas mal de parallèles entre les deux. Où vous avez ce personnage, je trouve que c'est fort présent dans le cinéma des Safdie, un personnage en fait qui est un peu innocent et qui croit qu'il va y arriver, donc qui a des ambitions plus grandes que lui, et qui à la fin se prend un mur et se mange en pleine gueule. Et j'aime bien ce truc de, je vais pas spoiler la fin d'Uncut James, mais si vous les avez vus, vous savez qu'à la fin, ça finit pas bien. Uncut James, je pense pas qu'il y ait une pire fin de cinéma par rapport à ça, mais en gros, c'est vraiment pour dire, il y a un rappel à la réalité qui va être violent, et ce rappel, il va arriver à tout moment. Et Timothée, lui, en fait, ce rappel arrive jamais vraiment, je trouve. C'est un peu un défaut que je pose à Timothée, mais au final, le film finit pas mal. Toutes C'est ses ça, intrigues ouais. sont résolues. Dès qu'il a un problème, en fait, il trouve une entourloupe pour arriver à se retourner pour faire quelque Mhm. chose, au point que je me dis, j'y crois plus. Enfin, je veux dire, la dernière entourloupe, je me dis non. Vas-y, Eva. En fait, c'est ça que je trouve même. Tantôt, je pense que c'est ce que Félicien voulait dire quand on parlait du personnage de Marty comme un peu problématique à certains égards. C'est qu'en fait, je comprends pas ce que Geoff Sadie veut faire avec ce personnage qui est effectivement complètement exécrable. Et alors, tu penses qu'au début, c'est peut-être, je sais pas, une valorisation du self-made man à l'américaine, de Ouais, ouais. je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, Je pense pas quitte que à c'est ça. être ultra prétentieux et méchant et patati patata. Et en fait, oui, tu sais pas ce qu'il veut faire en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire de ce personnage? Qu'est-ce qu'il veut dire de la figure que représente Marty dans la société américaine? Et à C'est- l'inverse, par contre, je trouve qu'il parle très bien de l'époque dans laquelle il est. Je trouve que Oui. l'époque dans laquelle il est, donc là, il s'inscrit vraiment dans un contexte politique qui est très très clair. On est juste à l'après-guerre, on est dans les années on est en 52, je pense. Hein. Oui, Oui. grosso modo. Ouais. Ouais, on est dans les années 50, donc on est juste après la guerre. Et là, il y a vraiment un contexte. Donc on parle de ce que c'est des juifs après la guerre. Il y a vraiment ce truc, justement, son autre homologue de tennis de table. Il y a une scène qui est un peu chouette, je trouve. Enfin, chouette, on se comprend. Hein, où on voit son tatouage du coin de l'œil et où le capitaliste le regarde et dit ah. Ouais, ouais, ouais. Et je vais pas la spoiler, je vais juste m'arrêter avec ce ah, parce qu'après, il y a vraiment un dialogue qui se passe entre eux qui est vraiment intéressant. Et il y a tout ce contexte aussi, donc, entre la tension entre le Japon et les États-Unis, tout ce combat. Mais j'ai un problème avec le contexte, donc je le trouve très bien fait, mais par contre, j'ai un problème avec le truc final qui nous dit qu'en fait, les Américains gagnent. Ouais. Et ça, je suis désolé, mais actuellement, est-ce qu'on peut encore le dire? Non, non, bah, c'est Oui, ça je aussi. vois ce Et, que tu veux dire, ouais. et ça m'énerve. Au Ouais. premier degré, ça m'énerve de me dire qu'au final, bah, en fait, il a gagné, quoi. Il a gagné. Bah, c'est ça. C'est un truc qui m'énerve, mais à un point. Et bref, vous verrez le film et vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, ça m'énerve Mhm. fort. Voilà, moi, je suis la personne qui aime le plus le film, par contre, et de loin. Parce que, je vais arriver sur la deuxième notion dont je viens de parler avec vous. Moi, ce qui m'impressionne dans le film, c'est son montage, c'est sa photo, sa photographie. Chaque plan, absolument chaque plan est parfait. Donc à la photo, il y a deux grands noms. Si vous ne connaissez pas, moi je vous les cite. Il y a Darius Khondji, donc qui est le directeur de la photo, notamment de Haneke et des Safdie, et Oh. de David Fisher. Juste, voilà, il a fait Seven, il a fait Eddington, il a fait Uncut James, il a fait Amour, il a fait Funny Game, que j'aime pas trop, mais bon, la photo, je reconnais qu'elle est belle. Et il y a aussi un chef opérateur qui est mythique, qui est donc Jack Fisk. Voilà, lui, c'est encore un génie à un autre level. Il a travaillé avec le GOAT parmi les GOAT, le sacro-saint parmi les sacro-saints, David Lynch. Ah oui. Il était le décorateur de David Lynch, notamment sur Mulholland Drive et Eraserhead. Voilà. Et
c'est pas tout, parce que le type a aussi fait juste tous les films de Terrence Malick, notamment A Tree of Life. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, mais moi je suis grosse fan de Terrence Malick. Moi, j'aime pas du tout, mais je reconnais que la photo est très belle. Mais je trouve qu'encore une fois, le scénario, voilà. Mais et il a fait aussi, là par contre, un de mes films préférés, There Will Be Blood. C'est lui qui fait donc le décor, donc le cadre de There Will Be Blood. Donc en fait, avec une équipe pareille, Safdie ne peut que faire des belles photos. Et les 70 millions utilisés pour le film, c'est quand même un gros budget. C'est pas un budget d'ultra blockbuster à l'américaine, donc à 100 millions, comme sont les gros films de studio, j'ai envie de dire. Par contre, on est quand même sur 70 millions. Et donc, ces 70 millions, on les voit à l'écran, je trouve. Il n'y a pas un seul moment où je me dis, là, en fait, c'est un peu cheap, quoi. Là, la photo, ils auraient pu être un peu plus mieux. Non, l'étalonnage est parfait, la photographie est parfaite, le cadre est magnifique, les mouvements de caméra sont incroyables. Tu parlais de la séquence de ping-pong, justement, où il joue. Moi, je pense pas à la dernière, je pense à la première, quand il est en train de jouer et qu'on suit la balle. Bon, juste après le magnifique générique. Mon Dieu, ça on va en parler parce que... On va en parler juste après. On fait encore une petite pause et après on parle de ce générique incroyable. Il y a une entrée en matière. Quoi. C'est le cas de le dire, ouais. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Donc Eva, parlons de ce super générique. Je pense que je n'ai jamais autant ri au cinéma que pendant ce générique, au point où de rire. Des gens derrière m'ont dit chut. À ce point-là. Et je m'en suis pas rendu compte sur le moment parce qu'en fait c'était étouffé par le bruit de mon rire qui était si sonore. Franchement, mais en fait c'est un peu comme Hurlevent, j'avais pas envie d'aimer le film mais je savais que j'allais probablement l'aimer et en fait je suis arrivée devant en me disant bon sang, qu'est-ce que je suis en train de regarder. C'est complètement fou et le pire, c'est vraiment pas mauvais parce que c'est fait exprès pour être rigolo. Je pense que j'imagine pas tous ceux qui sont autour regarder l'écran et se dire ça les gars, ça c'est bon ça. Mais genre je peux dire, je suppose. Oui, c'est la scène, c'est le générique d'ouverture, donc c'est vraiment les 5 premières minutes du film. Mais voilà, donc c'est Marty et sa Chair et tendre font crac dans l'arrière-boutique d'endroit où travaille Marty et se lance alors un super générique de ces spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule de sa chair et tendre. Et ce générique dure longtemps, 3-4 bonnes minutes. Ouais. Et après on a la balle. Oh, la transition entre l'ovule fécondé et la balle de tennis de table. Ça c'est complètement dingue. Et vraiment mais comment, genre, s'il vous plaît, stop. Moi j'ai adoré. Honnêtement, ce générique, je comprends qu'il soit un peu cringe, etc. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Et en fait, c'est le seul moment de pause du film, je trouve. À partir de la fin du générique, après, c'est fini. Genre là, on accélère le rythme. Le rythme, vous verrez, c'est un rythme très cuté. Le montage est très 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 cuté, justement pour nous montrer en gros, là en fait c'est la descente aux enfers de Marty Suprême et donc en fait on va à chaque fois de plus en plus bas dans ces délires. Et pourtant moi j'ai eu le temps long, hein. Franchement. C'est vrai ? Oh oui, je me suis non, moi j'ai pas réussi à... En fait j'ai dû me dire à un moment donné, Marco respire, là il faut que tu respires là. Parce que ça monte et vous avez plus à respirer. C'est pas comme dans Cut James pour ceux qui l'ont vu, mais franchement moi j'étais tendu. Ouais, non, il y avait quand même des petits moments comme toi Eva où je me disais... Mais la photo, vraiment, je vois ce que vous voulez dire. C'était trop au point où tu décroches en fait. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est juste que c'est tellement éprouvant. Enfin, voilà, façon de parler. Mais c'est qu'à certains moments, je décrochais aussi et ça allait tellement vite que tu n'allais plus dans le film. Je trouve un film, il faut des pauses, il faut des moments de battement qui sont quand même intéressants aussi, mais où ça nous laisse le temps de penser, de réfléchir, je sais pas, voilà. Et c'est là, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le film n'est pas fait pour ça. Je pense que évidemment, ce film-là est vraiment pas dans 2h30, c'est long, quoi. Ouais, c'est vrai. 2h30, c'est long, je suis d'accord, mais le film est fait en fait, par exemple, pour montrer un dynamisme et montrer qu'en fait, c'est une course folle. Et c'est une course folle à la fois contre soi-même et à la fois contre le monde. Je pense vraiment que cette lecture-là qu'il faut faire, c'est se dire, en gros, Timothée est tellement dans son délire que là, il voit plus rien et nous, on peut plus rien voir non plus. On n'a pas le temps de respirer parce qu'il n'a pas le temps de respirer. Vraiment, en fait, on est quasiment du temps pour temps sur la fin du film. On est vraiment, en fait, on le suit heure par heure, à la limite vraiment de ce moment-là, et à la seconde par seconde, à la dernière scène, je veux dire, enfin, au duel final, on va dire. Et je pense que c'est ça. Le montage a pour but de nous faire monter en tension et d'avoir cette tension finale qui, moi, le dernier match de tennis de table, justement, j'étais tendu, quoi. Je sais pas si vous faites du sport, vous deux. Oui, mais pas un sport à points, un comptage de points. Moi, du coup, je fais un sport de raquette. Je fais du badminton. Vous saurez tout. Et vraiment, en fait, la tension qu'on ressent dans le film, c'est une tension que j'ai déjà ressentie sur un terrain, quoi. Je veux dire, c'est une tension sportive qui est vraiment là. Et on a vraiment... Enfin, on peut pas nier que Timothée, Marty,
est un athlète. Tout le film, en fait, on voit justement toutes ces tensions-là et on voit qu'il se motive. Par contre, l'autre problème que j'ai avec ça, c'est après film, quand je le digère, comment ça se fait qu'il est aussi bon à la fin. Je veux dire, il s'est plus entraîné depuis 6 mois, le bourg, parce qu'il fait Ouais, la c'est Java, ça. et quand même, il est super fort, quoi. Bref. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Autre chose? Oui, même la question d'utiliser, de raconter cette histoire-là. Ouais, C'est quand même une Je- histoire je- sur le capitalisme. On en parle quand même Bien en sûr. ligne de fond. On parle quand même de 2-3 trucs. Moi j'ai un problème par rapport à un autre truc. Ouais. Par rapport à... Je pense qu'on est tous d'accord sur celui-là. Le plan final. Ah oui. On en parle 2 minutes. On va parler à la fin. Ouais, On ouais, vous fera ouais. une alerte. Félicien nous fera une super alarme de la mort qui tue. Ouais, ouais, Pour ouais. vous dire de passer. Mhm. Parce que on doit spoiler ce plan final pour moi qui est important. Ouais. Pour comprendre pourquoi est-ce que moi je peux pas coter les films plus haut. En fait, j'adore le film. Je suis très sensible justement à l'image et au montage. Et la musique aussi, en vrai, je trouve que la musique est très belle aussi. C'est Daniel Lopatin. D'ailleurs, cette fécondation se fait sur Forever Young. Je l'ai en tête depuis 2 semaines, j'annonce. Et donc, j'ai Forever Young en tête qui m'obsède du coup. Et voilà, c'est très chouette. Mais la musique, en fait, je trouve qu'elle est quand même bien timée. Autre que cette musique qui est rigolote, tous les autres étaient quand même bien faits. Et j'ai apprécié. Mais par contre, le scénario, le plan final me fait dire que je peux pas mettre plus en fait à un film sans scénario. Bah, c'est ça. Et puis même, je sais pas, le traitement des personnages féminins. Ah bah j'allais. Mais c'est un problème, exécrable. de tous les. Ça, c'est un problème majeur du cinéma. Ça veut dire déjà dans tous les autres films, genre c'était une Parce que là, c'est très très fort quand même. Ouais. Je trouve la copine de Marty, je suis désolé. Puis même Gwyneth Paltrow, on C'est parlait ridicule, tantôt de la quoi. scène où il la séduit au téléphone. C'est dingue, c'est genre cette actrice-là qui fait tellement réduit rien à de sa ça. vie, qui se met à genoux qui face se à met lui. à en fait, genoux c'est- face au premier type qui lui donne peut-être un peu d'attention. J'en sais rien, je sais Surtout pas ce exactement type, comment est-ce que ça avait été pensé à la base, mais c'est fou. Enfin, je trouve Et ça surtout, Ouais. on sait, ça veut dire ce que je veux dire, on sait qu'elle sait qu'il est minable. Mais c'est ça. Elle sait Ouais, c'est- elle s'en que rend Marty compte. est minable. Et pourtant, elle arrive quand même pas à lui résister. Non, mais il y a Parce une que sorte- Timothée, en fait. Parce il y a que une Timothée, forme de en vrai. passivité en fait, même de elle et de du coup sa copine principale. Je sais pas. Ouais. Euh, Du personnage de Odessa Azion, et j'ai oublié le nom. voilà, c'est ça. C'est Rachel. Non, Et, je sais plus. et donc, ouais, il y a une forme de passivité où Marty fait tout. Il peut tout faire, c'est ok. Et elle gravite autour de lui. On dirait qu'il n'y a que Marty autour d'elle. Bah, elle est prête à tout mettre de côté, du coup. Oui. Tout mettre de côté pour c'est lui. Mais c'est ridicule, ça. quoi. Et lui, c'est- il est- ouais. Oui, mais c'est parce qu'elle est amoureuse. Et pour les Ouais, femmes, mais ça l'amour, va. c'est différent que Ouais. pour les hommes. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, les femmes, elles aiment vraiment, et quand elles aiment, elles aiment. Tandis qu'un homme, ce qui C'est- compte, c'est son ambition d'abord. Puis même un Là, peu genre la méchante qui lui, enfin, je sais pas dans quelles circonstances je peux dire ça, mais qui lui ment pour Ouais, on va rester vague là-dessus, Ouais, mais voilà. t'as raison. Mais oui, qui lui ment sur pas mal de points. et enfin oui non, c'est dingue. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Donc voilà, après cette première interruption, cette fois-ci, on va passer à une petite partie spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu Marty Suprême et que vous comptez aller le voir, passez, mettez sur pause, revenez sur l'émission dans 30 secondes, plutôt 2 minutes. On va en parler rapidement. Vous allez entendre une douce alarme de Merci Félicien. C'est parti. Donc la scène finale, pour l'expliquer brièvement. Je l'explique, ça va? Oui, vas-y. Donc Marty va à la maternité, sa chair est tendre à accoucher. Après avoir vaincu le méchant japonais, il rentre chez lui et il prend l'enfant dans ses bras. Et là, il sourit à l'enfant et l'enfant lui sourit. Parce qu'il a retrouvé une nouvelle fois en l'humanité. Alors, je pense que dingue. j'étais le défenseur du film pour l'instant. Là, par contre, C'est fini. c'est fini. Je vais détruire le film pendant qu'on commence. C'est pour ça que je suis content qu'avec de la chance, il n'y a pas grand monde qui va écouter ça. Mais c'est une catastrophe. Il a détruit le personnage de Timothée Chalamet qui était antipathique. Et j'accepte. Ça ne me dérange pas d'avoir un personnage que je déteste, moi, dans un film. J'aime détester quelqu'un. Qui plus est, Timothée Chalamet, j'adore le détester. Mais là, il a essayé de nous bonifier ce personnage-là. Il a essayé de l'aimer. Et je me dis, est-ce que c'est parce que c'est Timothée qui est producteur, qui veut pas avoir une fin trop sad? Je sais pas. Je ne comprends pas cette scène qui est dégueulasse. Alors surtout elle qui vient d'avoir son gosse, Timothée qui lui a fait les pires crasses du monde, et elle est, vas-y, c'est ton enfant aussi, va le prendre dans tes bras, sois un C'est père pour ça. lui, trouve une nouvelle raison d'être, on te pardonne tout parce que tu es un père, et toi tu as le droit de faire tout ça parce que c'est toi le père. Et c'est en décalage total avec tout le reste du film où, du coup, juste avant de partir au Japon, elle lui dit reste avec moi. Non, 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 il faut qu'il parte au Japon. Il part au Japon. Ouais, Ça n'a le décalage aucun est sens. très C'est très ça. bizarre. Pourquoi d'un coup, Le mec était gentil prêt Marty, à quoi. Ouais, c'est ça. le mec Good était prêt à se faire humilier devant des grands pontes Ah oui, de oui, oui. l'industrie américaine et au Très belle final scène il de arrive là il arrive là, on lui dit c'est fini, bah ok c'est fini.
Enfin, il joue son match et puis il rentre et puis voilà. Et puis happy end, et c'est puis vraiment ça, quoi happy Oui, end. c'est ça. Comment cette histoire donc, qui est horrible, enfin Timothée est vraiment un personnage ignoble, peut bien finir. C'est Je ça. n'arrive pas à comprendre quel est le message du coup du film. Et là, je suis Oui. d'accord avec vous, là, il n'y a aucun message. Je trouve que autant son contexte historique, il le pose bien par justement le sous-texte du film. En revanche, ça, Mhm. c'est une honte de montrer ça au cinéma. Et vraiment, Rien à genre, voir. j'aurais aimé vraiment l'aimer plus parce que quand j'étais dedans, j'ai adoré le film jusqu'à la scène de fin. J'ai pas adoré, mais je veux dire, j'aurais pu bien le côté parce que je trouve que c'était dynamique. Moi, je rentre dans le personnage, je comprends les intentions. Enfin, je comprends. Je comprends à certains moments le personnage de Timothée. Les personnages féminins, c'est cata, mais j'ai accepté dans les staff 10, c'était comme ça. Je suis habitué à leur cinéma maintenant. Enfin, habitué, j'ai vu 3 films. Mais ouais. Et par contre, ça, Ouais, non, catastrophique. catastrophique. Et puis Félicien, même, vous voulez... enfin, Ouais, vas-y. non. Félicien, tu voulais nous parler d'une scène, toi qui étais un peu. Oui, Comment dire en fait, qui m'a un peu retourné, je dirais. Voilà. Ouais. C'est la séquence du coup du miel. Je pense que dire La ça. séquence du miel. Ouais, après là, on est en spoil. C'est un Donc, petit peu clair, oui, c'est ça. Donc en gros, l'idée c'est que au moment donc où on apprend que son collègue tennisman, enfin racketman, je sais pas, pongiste, voilà, on apprend que son collègue pongiste a donc Rocketman. été dans les camps de concentration nazis. Le collègue du coup lui raconte une anecdote à Marty et à l'homme avec qui ils sont, enfin bref. Ouais. Et donc dans cette anecdote, c'est lui qui va s'enduire de miel devant une ruche. Pour pouvoir se faire donc dans lécher. une ruche pour pouvoir se faire lécher Et partager. dans le camp une fois rentré dans le camp. Et donc on a cette séquence qui nous est montrée, hein, on a un flashback et on voit donc ce prisonnier des camps de concentration se faire lécher par d'autres prisonniers. Goulûment, hein, Et en gros je plan. dirais, On a et en vraiment gros un plan, voilà. très gros plan sur le corps du coup du. Et donc la du question c'est, voilà, moi on en discutait juste avant, moi je trouve qu'il y a une forme d'érotisation pendant la séquence, d'érotisation du corps, des différents corps, des personnes qui lèchent ce corps-là. Tu trouves qu'il y a une érotisation du coup de. Bah voilà, on est quand même dans un camp de concentration. Après, je sais qu'il y a tout un traitement du judaïsme et des camps de concentration pendant le film, donc Oui, ça permet de ça me pose relativiser question. un Moi, je trouve peu, que le mais film Ça me ouais. pose question. Je Le sais film pas où érotise moi me qui me poser. dégoûte en fait. J'ai l'impression que cette scène-là est quasiment une scène. Moi, elle m'a dégoûté, vraiment. Oui, oui. Alors vraiment, oui, moi j'ai regardé oui. la scène et j'étais vraiment écœuré par chaque image que je voyais. Mais J'ai je dit, suis pas tellement sûre que ce soit ça le but à la base. Je comprends pas le but de cette scène. Je Oui, suis c'est 100% ça. d'accord Moi non avec vous plus, je et on peut comprends en parler pas, 2 ouais. secondes, mais c'est vrai que moi je voyais ça plus comme l'idée qu'on va dans l'excès à fond. Et en fait, c'est une scène où en fait il raconte l'anecdote au capitaliste. Je l'appelle le capitaliste parce que tout le monde voit qui c'est. Au Ouais, capitaliste et il lui raconte cette scène de concentration. Timothée insiste pour raconter cette scène-là parce que lui en parallèle veut en fait coucher avec la femme du capitaliste. Donc Gwyneth Oui, c'est Paltrow. ça. Ouais. Et donc en fait, je pense que c'est une scène pour montrer ça, montrer la dégueulasserie que ça peut être aussi en parallèle de ça. L'idée qu'en fait, avec du miel, on appâte avec du miel quelque chose où en fait, le truc dégueulasse est un peu dégueu quoi. Je pense Ouais, que mais c'est ça va encore pas ça. plus loin, quoi. Je veux dire, les gens qui le lèchent, c'est juste des victimes de la barbarie nazie, quoi. Tu Après, vois, genre, il je veux le dire, je ne lèche pas, comprends enfin, pas. il Je sais diminue pas. pas non plus cette notion-là du fait que ce soit par rapport à ça. Enfin, je veux dire, dans le film, on ne diminue pas le fait que on voit que ce qu'ils vivent c'est quelque chose d'horrible et que sans ça peut-être qu'ils auraient crevé de faim, tu vois. Je veux dire, quand je vois cette scène-là, je me dis ils sont tellement désespérés qu'ils en sont allés chez un mec qui est couvert de miel. Donc je me dis dans ma tête en mode Auschwitz c'est vraiment horrible. Je me dis pas en mode Auschwitz c'était chouette quoi. Ouais, Vraiment bien pas en sûr, vrai, mais cette même scène-là. la manière dont ils viennent raconter cette séquence, on a vraiment du coup Marty qui dit bah, vas-y, raconte-lui un peu rigolant, etc. On n'est pas dans un contexte où, voilà, je sais pas, Parce que Marty justement joue de ça. dans une volonté de mémoire. Et parce que Marty a cette Je sais dualité avec son judaïsme. Et je pense que toute la question, il y a aussi ça qui Ouais, est en ouais, c'est sous-texte ça, et qui est une ouais. question hyper intéressante. Et je trouve que là, le film, du coup, est très intelligent sur la question du judaïsme par rapport au film. Où on a justement différentes formes de judaïsme qui coexistent ensemble entre cette nouvelle génération, cette ancienne génération, ces personnes qui ont vécu les camps, ces personnes qui n'ont pas vécu les camps, ces personnes qui ont défendu la fameuse États-Unis. Je sais pas si vous voyez cette scène où on allait libérer les camps, mais c'est pas vous, hein, c'est les Russes. Ouais, ouais. Et ça, je me suis dit, en vrai, ça c'est bien de le dire, vraiment, parce qu'à chaque fois on l'oublie, mais c'est quelque chose qui est important à dire, qui est important à dire plutôt. Et en fait, tout ça, je pense que c'est encore pour donner plus de cordes, plus de complexité à la question du judaïsme et comment est-ce qu'on vit ce judaïsme. Et le personnage de Timothée Chalamet, en fait, tout le film va avoir cette question de tiens, comment est-ce que moi, en n'étant pas, on va dire, le juif caricatural, je peux être juif. On a ce truc où il va prendre une pyramide, là, un bout de pyramide, qui ramène à sa mère pour lui dire c'est nous qui les avons construites celle-là. On voit qu'il est quand même fier d'être juif malgré le fait qu'il s'en vante pas, il le dit pas, et surtout il veut pas être juif. Enfin, on a l'impression qu'il veut pas l'être.
Ouais, Il y a une dualité avec ce Ouais. personnage-là. Peut-être que j'ai pas. Moi, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai tellement remarqué pendant le film. Ça m'a pas marqué. Oui, moi non plus, c'est parce que Ok. je voyais après qu'on en parlait. Juste et du coup, c'est Oui, vrai mais c'est peut-être cette qu'elle séquence-là, sortait, elle sortait aussi peut-être de son contexte dans ma tête, étant donné que oui, c'est vrai que la question du judaïsme ne m'a pas marqué pendant le visionnage. Et après, tu te retrouves face à cette séquence, Ouais. tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, quoi. S'il a voulu Ouais. faire quelque chose, encore une fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'était Marty Suprême de Josh Safdie avec Timothée Chalamet, le GOAT, Gwyneth Paltrow, Odessa Azion et Kevin O'Leary. Je le tente encore une fois. Bonjour à tous, vous êtes bien sur 48 FM et vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast ciné. Le ciné, c'est fini. Mais maintenant, on a quand même un peu plus à vous donner. Donc, c'est le moment des recommandations. Qu'avez-vous lu, vu, écouté, fait, à faire durant ces 2 dernières semaines, ces 2 derniers mois maintenant, c'est vrai? Oui, hein. Eva, tu commences? Bah, moi, hier, j'ai terminé la série Night of the Seven Kingdoms. Tout spoil. Absolument. Sera sorti de mort, j'annonce. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Mais franchement, moi, j'ai pas du tout lu le bouquin. Moi, je les ai lus du coup. Je suis un Et, gros fan de Game of Thrones. moi également, mais j'ai lu, enfin, House of the Dragon, c'est fait, mais ça pas du tout. Et donc j'en attendais pas grand chose. C'est vrai? Oui. Pourtant, Game of Thrones, en vrai, ça. Ah oui, non, Même leur si. série dérivée Là, pour j'étais très l'instant. contente, très chouette, nanana, mais bon, je savais pas à quoi m'attendre, donc je me disais, bon, je vais pas le prendre trop sérieusement. Et effectivement, alors c'est très bien, moi j'ai passé un très bon moment, un peu déçu de la durée, parce que c'est des épisodes qui sont vraiment vachement courts, et il y en a que 6. Oh, ah, ils sont courts? Ah ouais, une trentaine de minutes, c'est pas moins quand on lève le générique. Ok. Donc, mais c'est ok parce qu'ils sont bons, mais alors c'est très spécial parce que ça mélange un ton qui parfois est beaucoup plus léger, limite humoristique. Il y a une scène dans le premier épisode, tout début, c'est Je ne veux lunaire. rien savoir, je ne veux rien savoir. C'est lunaire, qu'est-ce que ça fout là? C'est fou. Et en fait, la série est parsemée de plein de petits trucs comme ça. Tu te dis, mais voilà. Mais donc, sinon, voilà, je recommande. C'est bien. Et super manière de prolonger l'univers de Game of Thrones pour tous ceux qui en sont friands. Je la commence ce soir, je la finis ce soir, j'annonce. Bah, tu pourras parce que du coup, c'est pas très long. Autre chose là? Non, pour moi, je vais m'arrêter là. Ok. Félicien? Alors moi, c'est une roman graphique, ou plutôt un recueil donc de BD, je dirais. Félicien, notre lettré. Oui, effectivement. Mais donc là, ça s'appelle donc Jones et autres rêves. La couverture est de magnifique. Franco Maticchio. Et donc, on va pénétrer en fait dans l'univers onirique des rêves de Jones. Le titre ne ment pas. Et donc Jones, c'est un chat à la fois qui va être drôle, attachant, et qui a l'esprit quand même un peu étriqué, on va pas se mentir. Et donc, les différentes histoires du coup qui sont dessinées sous forme de BD, elles durent souvent une planche à peu près. Et donc, elles étaient à la base diffusées dans des magazines, si je ne me trompe pas, aux alentours des années 80. Et donc là, elles ont été regroupées dans un premier recueil des éditions ici même. C'est comme ça du coup que j'ai découvert ces délicieuses histoires. Recueil qui contient également plusieurs dessins de Franco Maticchio. Donc voilà, c'est un livre à picorer, je dirais. Mais qui est, voilà, c'est dur de le raconter, puisque comme je l'ai dit, il est très visuel. Donc allez le voir, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça, allez l'acheter dans toutes vos librairies. Super, donc c'est à mon tour du coup. Moi j'en ai 2, j'avoue. Je suis un petit peu en fait méga cultivé, de ouf. Et pour montrer que je suis cultivé, je commence par Buffy contre les vampires. Donc j'ai découvert, plutôt on m'a conseillé vivement Buffy contre les vampires. J'ai commencé il y a maintenant 2 mois. Et il me reste une saison. Donc autant vous dire que je suis en train de la faire étape par étape. Donc j'ai regardé toutes les séries à côté. C'est une incroyable série. Vraiment, je vous la conseille, je vous la recommande. Le traitement du personnage féminin est incroyablement moderne. Ça se voit que c'est la série qui a fondé toutes les autres. En fait, vous pensez que Buffy contre les vampires, ça commence à sortir dans les années 90, je pense 94, 92. On va regarder vite fait. Et donc, le film raconte simplement une adolescente qui, du jour au lendemain, devient la tueuse de vampires. Et donc doit... 97. C'est ça, ouais. Et donc doit tuer des vampires. Et c'est un peu l'histoire de son destin et tout ça. L'intrigue, ma foi, est plutôt banale. Par contre, c'est tous les épisodes à chaque fois vont questionner des questions de fond. Et par exemple, là, le dernier que j'ai vu, c'était par rapport à la maternité. Donc une femme qui tombe enceinte et d'un démon.
pourquoi pas. Et du jour au lendemain, elle est enceinte de 8 mois. Et la question, c'est par rapport à l'avortement. Est-ce qu'elle avorte, est-ce qu'elle avorte pas? Et toute la question d'être une mère, en fait. Et la question est bien posée, je trouve, en fait, parce que le démon l'oblige à garder l'enfant. Et donc, le démon, évidemment, c'est le père. Et il y a toute cette question-là par rapport à la masculinité, comment est-ce qu'on fait? Non, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais franchement, c'est une très très bonne série. Et c'est un épisode parmi, du coup, cette saison de 22 épisodes plus ou moins par saison, plus la série Angel qui est en parallèle, qui fait 4 saisons, encore une fois, de 22 épisodes. Je vous la recommande. Et ma deuxième petite recommandation, donc, c'est Baldur's Gate. Je vais pas présenter plus que ça. Je pense que c'est le bestie d'il y a 2 ans, donc 2023. C'est un jeu vidéo. Donc, qui reprend la mécanique de Donjons et Dragons. C'est riche, c'est infini. J'ai toujours pas fini l'acte 1 alors que j'ai plus ou moins 60 heures de jeu dessus. Je le recommande. C'est un gros jeu quand même de gestion tactique. Voilà, si ça vous intéresse, vous en avez déjà vous en avez entendu parler ou vous y avez joué. Ou sinon, c'est que c'est pas fait pour vous peut-être, j'en sais rien, mais incroyable. Je le recommande aussi. Donc, c'est la fin d'émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci, merci. Et à la semaine prochaine. Donc, pour rappel, on est diffusé à partir de 15h sur 48 FM, donc 100.1. N'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. Bye bye.